Bien, mes chers collègues, bonjour. Monsieur le Président, je vous remercie de votre présence aujourd'hui devant notre commission. Cette audition intervient dans un contexte sensible marqué non seulement par les transformations profondes envisagées pour Fret SNCF, mais aussi par une mobilisation syndicale nationale à l'initiative des syndicats de l'entreprise. Nous souhaitons comprendre les perspectives qui s'offrent à Fret SNCF dans le cadre de la procédure de discontinuité engagée avec la Commission européenne pour éviter une sanction pour aide. C'est bon. Donc, notre objectif est de mieux appréhender les enjeux économiques, sociaux et environnementaux liés à cette transformation afin de garantir la pérennité de ce secteur stratégique et le maintien d'un service de transport de fret compétitif. Sur la pérennité économique, Monsieur le Président, dans quelle mesure le plan d'affaires des nouvelles entités Hexafret et Technis garantit leur viabilité financière, surtout dans un contexte de concurrence accrue sur le marché européen? Pouvez-vous nous détailler les principaux facteurs qui permettent d'assurer cette pérennité en tenant compte des contraintes de discontinuité imposées par la Commission européenne? Sur le recentrage des activités, la restructuration impose des trains entiers dédiés pour recentrer les sociétés issues de fret SNCF sur les trains mutualisés. Comment comptez-vous assurer leur compétitivité lorsqu'elles doivent abandonner les lignes les plus rentables? Le soutien de l'État aux wagons isolés est-il aujourd'hui suffisant pour permettre le développement de ce secteur en France? Sur les conséquences sociales, le plan de transformation de Fret SNCF garantit l'absence de plan de licenciement, mais de nombreux salariés devront être transférés vers de nouvelles structures. Pouvez-vous rappeler les engagements sur le maintien des emplois? Quels dispositifs d'accompagnement, de suivi des salariés ont été prévus pour assurer une transition vers leurs nouvelles fonctions et garantir leurs conditions de travail? Sur les perspectives environnementales, dans un contexte de transition écologique, le report modal est un enjeu majeur. Quelle stratégie comptez-vous adopter pour renforcer la part modale du fret ferroviaire en France, tout en respectant les contraintes de discontinuité imposées? Monsieur le Président, je vous cède la parole pour un propos introductif et les questions des membres de la Commission vous permettront ensuite de revenir plus en détail sur ces différents points. Je vous remercie. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés. Donc, je suis pour la deuxième fois devant une commission sur ce sujet du fret. Il y a eu une commission d'enquête parlementaire fin 2023 concernant la concurrence et comment on en est arrivé à cette discontinuité. On est sur un sujet de droit européen. C'est un sujet de droit, d'abord, puisque le 18 janvier 2023, une procédure formelle d'examen de la Commission européenne a été ouverte. Et je dois dire que ça a été un choc. Ça a été un choc pour les salariés, ça a été un choc pour les dirigeants, ça a été un choc pour les syndicats. Et quand on lit les 40 pages qui sont publiques, démontant un à un les arguments qu'avait avancé l'État depuis des années pour dire que ce n'était pas des aides d'État illégales, ces 5 milliards d'euros de déficit cumulé, eh bien on comprend que la Commission est déterminée à considérer que ce en sont. Bon, partant de là, moi je voudrais d'abord dire quelques mots pour les 5000 salariés, 5000 cheminots de fret, parce qu'ils se battent depuis des années. Ça fait 20 ans que la concurrence est ouverte, pratiquement. Beaucoup d'efforts ont été faits. Et moi je veux leur dire, et je veux vous dire aussi que nous sommes en train de construire ensemble un projet d'avenir. J'entends des mots dans la presse, bon, radio, télévision, et les mots ont un sens. Et j'entends beaucoup de choses autour de privatisation, démantèlement, plan social économique. Et je pense que les mots ont leur importance, donc je me dois de rétablir certains faits et certaines vérités, et qui pour moi sont importantes pour confirmer que notre objectif, c'est de développer le fret ferroviaire et le fret ferroviaire dans l'entreprise publique SNCF. Les deux. Développer le fret ferroviaire et le fret public à la SNCF. Alors peut-être, comme certains d'entre vous n'ont pas suivi tout le processus, quelques rappels quand même d'étapes qui se sont passées. 2006-2019, c'était avant la création de la filiale Fret SNCF, il y a eu un cumul de 5 milliards de dettes de suite à des déficits cumulés sur cette période. Il y a eu 3 plaintes. C'est pour ça que c'est un sujet de droit au départ. Il y a eu 3 concurrents qui ont posé des plaintes en disant c'est illégal. Vous avez faussé le marché. Aucune entreprise normale n'aurait pu soutenir ces 5 milliards. Vous auriez dû disparaître du marché. Alors la commission a préinstruit. Ensuite, il y a eu la création du groupe SNCF.
Ensuite, il y a eu le Covid. Il s'est passé du temps. Mais dès 2022, la Commission est revenue vers l'État pour dire « Nous avons la conviction que ce sont des aides d'État illégales. » Et vous avez deux voies. Soit la voie de rembourser ces 5 milliards. Et là, alors pour le coup, on peut parler de liquidation, disparition du marché, faillite, plan social de 5000 emplois, ce qui est quelque chose qui n'est jamais arrivé à la SNCF. Soit vous avez la voie dite de la discontinuité économique, qui consiste à faire renaître les activités de fret SNCF dans la SNCF, mais dans une société qui est plus petite, qui a cédé des parts de marché et des actifs à ses concurrents, et qui a changé d'actionnaire. C'est ça le poteau de départ. Et à partir du moment où on a fait ça à l'intérieur de la SNCF, que cette nouvelle société est née, renée de fret SNCF avec ses caractéristiques, elle n'est plus redevable des aides d'État illégales, et celle qui a bénéficié de ces aides illégales disparaît du marché. En ce sens, ce n'est pas une liquidation classique au sens d'une entreprise en faillite qui disparaît et dont toutes ses activités disparaissent, et avec un plan social et économique. Il s'agit de transfert dans une nouvelle société ayant des caractéristiques bien sûr différentes, et notamment sur la cession de certaines activités. Le moment clé, ça a été l'ouverture formelle par la Commission, je l'ai dit, le 18 janvier 2023. Malgré, je dois le dire, beaucoup de batailles pendant des années, ça a même précédé mon arrivée dès 2016, pour contredire les arguments d'aide d'État illégale. Alors quel est le rôle des acteurs? Ceux qui sont responsables de cette décision d'ouvrir la procédure, c'est la Commission. Commission DG Comp, DG Concurrence, sous pression de plaignants. Celui qui est responsable de choisir la voie qu'il faut prendre, c'est l'État, parce que ce sont des aides d'État illégales. Alors évidemment, c'est l'entreprise qui doit les rembourser si elles sont illégales. Ça, c'est nous qui devons faire face à la situation. Mais c'est l'État qui a demandé en mai 2023 à la SNCF de procéder à une discontinuité économique plutôt que de prendre le risque de la faillite. Les négociations sont engagées entre l'État et la DG Concurrence en se fixant un objectif de respecter 3 lignes rouges que nous partageons à la SNCF, que je partage. 3 lignes rouges. La première, c'est pas de plan de licenciement. Vous savez qu'à la SNCF, on ne licencie pas. Chaque salarié retrouve un emploi dans la SNCF. Pas de report modal vers la route. On y reviendra parce que je pense que votre commission est légitime à dire est-ce que tout ça c'est bon pour l'environnement, et on y reviendra, j'imagine, au moment des questions. Pas de privatisation, ce qui est un mot fort, qui était, j'ai entendu prononcer. Il faut distinguer filialisation, qui est une société groupe SNCF publique, mais qui est une filiale 100% étatique. De privatisation, qui est l'actionnaire majoritaire de la société, est une entreprise privée. C'est ce qui est arrivé à l'Italia. À l'Italia, discontinuité économique, société aérienne italienne qui est devenue ITA, qui a été privatisée après avoir perdu 50% de ses activités, 50% de ses actifs, 50% de ses salariés. Donc pas de licenciement, pas de report modal, pas de privatisation. C'était les 3 lignes rouges que s'était fixé l'État avec le soutien de la SNCF sur ces 3 points. L'étape clé de la décision de mettre en œuvre par l'État, c'est la lettre de Clément Beaune adressée à Jean-Pierre Farandou au mois de mai 2023 et qui précise le contenu de cette discontinuité qui évitera de rembourser les 5 milliards. Abandonner 23 flux, 23 lignes, 23 trafics, créer 2 nouvelles sociétés, on va y revenir, Exafret et Technis, dont les noms ont été révélés récemment, céder les actifs et les marques, on a l'obligation de changer de nom quand on veut discontinuer, et, à terme, ouvrir le capital à un investisseur minoritaire. Où en est-on? Le premier jalon est achevé. Les 23 flux ont été abandonnés au premier semestre 2024. Et la ligne rouge sociale, qui concerne 10% des salariés, qui n'étaient pas de licenciement, est respectée, puisque l'impact emploi sur les 5000, c'est 10%. 10% d'effectifs à replacer dans le groupe SNCF pour qu'il faut retrouver un emploi. 2 tiers l'ont déjà été. Il reste 1 tiers à faire et l'engagement du président, comme le mien, c'est de trouver une solution pour chacun. L'obsession des managers, nous sommes mandataires sociaux dans un contexte comme ça, il y en a 2, c'est protéger les salariés, mais aussi protéger les clients. Il n'y a eu aucun report modal à la route, tous les trafics ont été repris par des entreprises ferroviaires. C'est une question de réputation pour le secteur du fret ferroviaire. Le secteur du fret ferroviaire
à jouer le jeu, nous comme les concurrents qui ont repris les trafics. La deuxième étape de la décision, c'était, après l'abandon des flux, de créer ces nouvelles sociétés. C'est le moment où nous sommes. C'est le moment où nous sommes. Pour ne pas être redevable des 5 milliards d'euros, il faut faire les trois temps. Abandonner des trafics, créer de nouvelles sociétés, et ensuite, à terme, ouvrir un capital minoritaire. Le ministre François Durovray a repris le dossier, a recontacté la commission, est revenu dans une table ronde avec les syndicats et où j'étais présent, et il a confirmé par écrit ensuite à Jean-Pierre Farandou que son analyse était la même que celle de Clément Beaune, c'est-à-dire que le risque d'épée de Damoclès terrible de voir disparaître complètement la société en faillite pour rembourser 5 milliards était réel, et qu'il convenait de poursuivre la discontinuité. Voilà les faits. On est à une étape d'un processus qui n'est pas un processus de liquidation, privatisation, mais de transformation profonde, difficile, subie. Et par rapport à la question de la viabilité économique, aujourd'hui, quels sont les faits? Je vais vous comparer la situation de Fret SNCF filiale en janvier 2020 avec les deux nouvelles sociétés Exafret, entreprise de fret ferroviaire, et la société de maintenance des locomotives, Technis, qui vont renaître de Fret SNCF à l'intérieur de la SNCF. Et ça, c'est au 1er janvier 2025. 1er janvier 2020, situation de la filiale Fret SNCF, une perte récurrente annuelle comprise entre 100 et 200 millions d'euros d'EBITDA par an, entre 2006 et 2019. Zéro subvention. Il n'y a pas de plan de relance. Aucun plan de relance du fret ferroviaire. Aucun gouvernement précédent n'avait choisi entre taxer la route et aider le fret ferroviaire. Rien. Pas de politique publique d'équilibre entre la route et le rail. Une dette abyssale de 5 milliards, de cette menace considérable, et la menace donc de perdre 50% de son activité, de ses actifs, de ses salariés, et d'être privatisé comme à l'Italien. 1er janvier 2025. La discontinuité est dure à encaisser, mais contrairement à l'Italien, ces deux nouvelles sociétés conservent 80% du chiffre d'affaires et 90% des effectifs, quand le dernier cas dans les transports de discontinuité était une perte de 50% de chiffre d'affaires, 50% des effectifs et une privatisation. Mais sur le plan économique, puisque c'est la question de la viabilité, de la capacité de rebondir, d'investir et de développer pour le fret ferroviaire au sein de la SNCF et pour tout le secteur. Pour cette société, avec le plan de relance, et on pourra revenir dessus, qui a été décidé, c'est au moins 100 millions d'euros par an jusqu'en 2030 de subventions légales. Alors pourquoi elles sont légales maintenant? Parce que c'est des subventions qui s'adressent à tout le secteur. Qui veut faire du wagon isolé peut en faire. Qui veut faire l'activité que nous faisons peut en faire. Et bénéficier de la même aide que celle dont nous bénéficions. Et comme nous faisons 80% du wagon isolé, et qu'il y a 100 millions d'euros par an garantis jusqu'en 2030 sur le wagon isolé, c'est-à-dire que, vous avez compris, il y a au moins sur ce segment 80 millions d'euros qui vont rentrer dans les caisses de Fret SNCF devenues Exafret. Ça, c'est sur le plan, c'est-à-dire de bilan d'exploitation. Par rapport à la menace de la dette de 5 milliards, c'est dette zéro. Donc une entreprise qui a dette zéro, qui n'a plus de dette, zéro, peut à nouveau investir. On a des besoins d'investissement, il y a eu des reports d'investissement considérables. Prouver que c'est une logique de développement qui est maintenant devant nous, après cette punition, quelque part, hein, de devoir, sous la contrainte, abandonner les trafics. Le chiffre d'affaires de 2025, du budget 2025, est au même niveau que le budget du chiffre d'affaires 2023, avant la discontinuité. C'est-à-dire qu'Exafret aura 700 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2025, c'est égal au chiffre d'affaires 2023, avant la discontinuité et l'abandon des trafics. Pourquoi? Parce qu'il y a des contrats qui ont été renouvelés. Aujourd'hui, 86% du chiffre d'affaires 2025 que je vous cite est déjà sécurisé parce qu'on a pu renégocier des contrats avec des clients et avec une reprise avec certains d'entre eux de trafic assez significatif. Au-delà, c'est une croissance dans le projet de 2 à 3% par an, mais ça peut être plus si l'économie repartait. Nous avons été prudents parce qu'aujourd'hui, vous voyez bien que la conjoncture économique est quand même difficile. Du point de vue de la marge opérationnelle, le budget 2023 est une marge opérationnelle positive à un niveau qui n'a jamais été Fret SNCF dans toute son histoire. Ça, c'est le point de départ des sociétés au moment où elles vont être créées. Zéro dette, des dizaines de millions d'euros de subventions légales qui n'existaient pas avant, un chiffre d'affaires égal à celui d'avant la discontinuité, une marge opérationnelle positive. Et puis, sur le plan du contexte institutionnel, maintien dans le groupe public SNCF, ce sont des filiales du groupe public SNCF,
maintien du statut du personnel. Donc oui, elles sont viables, mais j'ai envie de dire, à travers ça, je veux vous dire qu'il y a un nouveau départ qui est possible. C'est même un projet de développement avec des conditions économiques de départ que n'a jamais eu le fret à la SNCF dans toute son histoire. Alors, c'est très violent, cette discontinuité. C'est très dur, parce qu'on l'a subi. C'est très dur, quand vous gagnez les trafics, de voir arriver la locomotive des concurrents pour vous reprendre les trafics. Mais voilà, donc c'est bien un projet porteur, dans un contexte où il y a un engouement des chargeurs. Je ne sais pas si vous avez lu le communiqué de presse de l'AUTF, qui représente l'association des chargeurs, qui croit en Hexafret, qui a besoin d'Hexafret, qui a besoin de Technis, et qui nous encourage à travailler la qualité de service. Et dans le cadre, ça je voudrais vous en remercier, parce que c'est quand même l'Assemblée nationale qui a pris cette décision, d'un plan de relance du fret ferroviaire qui concerne tout le secteur, et surtout, ou dans le projet de loi de finances 2025, merci de nous avoir aidés, ce n'est pas une diminution de budget qu'on va avoir sur notre secteur, c'est une augmentation de 30 millions. Voilà. Dans un contexte, voilà, je vois bien ce qui se passe dans les autres secteurs et les débats que vous avez sur d'autres sujets, mais pour nous, voilà, il faut quand même le souligner. Voilà, donc c'est une page qui se tourne. C'est difficile de tourner une page, mais si on regarde l'avenir, les conditions de départ pour ces deux nouvelles sociétés, en tant que mandataire social, je considère qu'elles permettent le développement rentable du fret ferroviaire à la SNCF. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour votre propos introductif. Je vais maintenant donner la parole aux orateurs des groupes et à Mathieu Marquiot, qui est là, oui, très bien, pour le Rassemblement national, pour 3 minutes. Merci, Madame la Présidente, Monsieur le Président. Aujourd'hui, Fret SNCF, leader historique du transport de marchandises par rail en France, est en train de vivre un démantèlement sans précédent. Après près de 2 années de crise, nous assistons à la fin de cette entreprise publique sous sa forme actuelle, avec la création d'Hexafret pour le transport de marchandises et de Technis pour la maintenance, et une réduction de 10% des effectifs. Cette restructuration, imposée sous la pression de la Commission européenne, est une décision dramatique pour les milliers de familles de cheminots, mais également pour notre souveraineté logistique et notre engagement environnemental. L'État, soupçonné d'avoir versé entre 2005 et 2019 des aides jugées illégales par Bruxelles, a choisi de se plier à cette exigence avec ce plan de discontinuité au lieu de défendre Fret SNCF jusqu'au bout, mais à quel prix ? Fret SNCF a déjà dû céder 23 flux de marchandises parmi les plus rentables aux opérateurs concurrents belges, allemands et français. Cela représente une perte de 20% de son chiffre d'affaires et de 30% de ses trafics. Cette décision, qui semble inévitable dans les mots du gouvernement, a un coût écologique et social immense. Aujourd'hui, nous parlons d'une réduction de 500 emplois. Pourtant, les syndicats parlent d'un carnage social et d'une aberration écologique. En effet, en pleine crise climatique, la solution la plus logique serait de renforcer le fret ferroviaire, qui ne représente que 11% des marchandises transportées en France, contre une moyenne européenne de 17%. Comment justifier un tel recul, surtout lorsque Fret SNCF venait de revenir dans le vert après des années de déficit ? Monsieur le Président, vous mentionnez des facteurs favorables pour les nouvelles entités Hexafret et Technis, et vous évoquez une augmentation des aides au secteur ferroviaire. Mais l'ouverture prochaine du capital de Rail Logistique Europe au privé soulève de vives inquiétudes. Même si le groupe SNCF doit rester majoritaire, nous savons que cette privatisation progressive va se faire au détriment du service public, au profit d'intérêts privés qui n'ont ni les mêmes priorités, ni la même responsabilité envers la transition écologique. Alors, Monsieur le Président, quelles garanties pouvez-vous donner aujourd'hui aux cheminots qui seront transférés dans des nouvelles structures? Est-ce que vos clients sont inquiets de ce changement? Pouvez-vous nous dire si ces deux structures pourront être viables malgré l'amputation des flux les plus rentables de Fret SNCF? Et on peut regretter également une chose, Monsieur le Président, c'est la disparition totale du sigle de la SNCF, parce que c'est à travers cela aussi une histoire. Moi, chez moi, par exemple, à Somain, on a tout un quartier qui s'appelle le quartier des cheminots, parce qu'on a une gare de triage, et cette disparition de ce sigle nous fait mal au cœur. Merci. Merci, Monsieur le député. Monsieur le Président, je vous laisse répondre à ces questions. Oui, sur la question des clients, oui, ils croient en l'activité parce qu'ils sont bien conscients que cette société offre ce qu'aucune autre entreprise ferroviaire de fret présente en France. Nos concurrents se sont mis sur des trafics, j'allais dire, simples à exécuter. Le savoir-faire des cheminots de Fret SNCF est exclusif et très particulier. Il s'agit de couvrir tout le territoire français, d'aller dans l'Atlantique, d'aller dans le Massif central, dans les zones denses, à Dunkerque, à Miramas,
là où il y a de l'industrie, mais le territoire français est très diffus en matière d'industrie. Et il n'y a qu'une entreprise ferroviaire, et c'est pour ça qu'elle va s'appeler Hexafret, comme Hexagone. Elle va dans tous les territoires de l'Hexagone national. C'est la seule qui fait ça, donc elle se différencie. De ce point de vue-là, c'est une offre qui, évidemment, est essentielle, et je vous rejoins, pour assurer le report modal. S'il n'y avait que les trafics offerts par nos concurrents, je pense que le report modal, effectivement, serait très en deçà de ce que nous ambitionnons. Donc c'est une chance de se positionner sur un marché en ayant une caractéristique qui vous différencie. La question, c'est est-ce que ça peut être viable? J'ai répondu tout à l'heure. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas un plan de relance dont les contreparties sont très significatives pour l'ensemble du secteur, et tout particulièrement pour ces sociétés, la réponse serait non. On serait dans la même situation que ce qu'on a connu entre 2006 et 2019, et on continuerait à avoir des pertes abyssales. À un moment donné, il faut compenser le fait que la route ne paye pas ses externalités négatives. Il y a des pays qui ont choisi de taxer la route et d'aider le ferroviaire. Ils ont 30% de part de marché. En France, c'était ni l'un ni l'autre. Alors aujourd'hui, on a aussi, grâce à vous, un plan de relance qui soutient le fret ferroviaire. Avec l'ensemble de ces conditions et avec nos propres efforts d'efficacité, avec notre positionnement commercial, c'est possible à nouveau d'être rentable. Et je vous dis, le budget 2025 est d'un niveau de résultat opérationnel que n'aura jamais eu Fret SNCF dans toute son histoire. Alors, ce n'est pas pour remonter des dividendes, c'est pour développer. Moi, j'ai besoin de ces résultats opérationnels pour investir. Comment je peux renouveler mes locomotives? Comment je peux les moderniser? Comment je peux renouveler mes ateliers si je n'ai pas un résultat opérationnel positif? Ce sera le cas. Alors, il y a d'autres questions qui sont dans votre approche. Alors, sur la question du nom, oui, moi, je ne vous cache pas, j'ai été directeur commercial à Fret SNCF. Quand on change de marque, c'est toujours émotionnel. Pour autant, c'était absolument nécessaire d'avoir une discontinuité aussi sur le nom de la marque. Le mot Hexafret n'est pas... il n'a pas été choisi totalement au hasard. C'est-à-dire, on garde le mot fret. Fret. Fret, c'est quand même le métier. C'est le métier. Et nous sommes la seule entreprise ferroviaire qui a fret. Ensuite, Hexa, nous sommes l'entreprise qui couvre tout l'Hexagone. Nous sommes fiers d'être français et de exporter ce savoir-faire à l'extérieur. Et bien évidemment, ces sociétés sont membres du groupe SNCF. Il y a quelque chose qui a été très important pour les cheminots, c'est de savoir si sur la feuille de paye, il y aura toujours le logo SNCF. Mais bien évidemment. C'est pas parce qu'on s'appelle Hexafret qu'on n'a pas le logo SNCF sur la feuille de paye. C'est pas pour autant qu'on n'aura pas SNCF dans les adresses mail, etc. Donc on peut s'appeler Hexafret et être SNCF, c'est pas exclusif. Voilà. Donc c'était une contrainte juridique, mais ce n'est pas une exclusion d'être SNCF et d'avoir le sigle SNCF en interne comme en externe. Alors je vais revenir sur l'abandon des flux les plus rentables. Les trafics qui ont été abandonnés, qui sont trafics à moyens dédiés, n'étaient pas les plus rentables. C'est factuel. Alors je ne peux pas donner des éléments commerciaux, évidemment, mais dans le wagon isolé, je vous assure qu'il y a des trafics qui sont plus rentables que les trafics qui ont été abandonnés. Ils étaient dans la moyenne plus de la rentabilité des trafics de fret. Et la question n'est pas de savoir si on prenait que ça, savoir si c'est viable, c'est quand on prend l'ensemble des paramètres. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas ce plan de relance, s'il n'y avait pas le soutien au wagon isolé qui a été augmenté de 30 millions d'euros dans le projet de loi de finances 2025, et ce jusqu'en 2030, oui, il y aura un problème économique. Mais quand je prends l'ensemble des paramètres, et notamment cette augmentation de 30 millions d'euros du wagon isolé dont nous faisons 80%, j'ai rappelé, la balance est largement positive. Voilà. Donc, après abandon de ces trafics qui n'étaient pas forcément les plus rentables, qui étaient légèrement rentables, et qui aujourd'hui sont compensés par d'autres paramètres, l'ensemble est plus favorable. Sur la question, je trouve le mot carnage, moi franchement il me choque. Enfin, personnellement, je peux entendre les difficultés sociales. Je peux entendre le fait que c'est difficile de devoir changer de poste à la SNCF, qu'il faut l'accompagner. Maintenant, le carnage social, il n'y a pas de plan de licenciement. Nous ne sommes pas Michelin. Ensuite, sur le plan écologique, il n'y a pas eu de report à la route. Tous les trafics ont été repris par des entreprises ferroviaires. Et nous nous mettons en situation de développer. Nous n'avons pas d'autre obsession que de reporter de la route vers le rail. Et par rapport à la question d'ouverture du capital, je vous rejoins. Je vous rejoins sur un point, c'est qu'il faut être vigilant à ce que cette ouverture de capital ne soit pas contraire à ce projet de développement. On n'a pas fait tout ça, pour qu'à la fin, ce ne soit pas pour un projet de développement. Donc, c'est une contrainte de la discontinuité au bout du processus d'avoir un actionnaire, je rappelle, minoritaire.
minoritaire. La SNCF, ça restera dans la SNCF. Groupe public, donc une activité groupe public. Mais avec quelqu'un, un partenaire qui vient investir, qui accompagne ces investissements, mais c'est bien évidemment sur une base d'un développement. Voilà, ce n'est pas pour faire de l'attrition. On n'a pas décidé une loi climat et résilience pour faire du x2 et en même temps se trouver dans une situation où nous ne sommes pas dans un développement. Voilà. Le calendrier là-dessus n'est pas fixé. En tout cas, ce n'est pas en 2025 que cette question se posera. Elle viendra plus tard. Mais je pense qu'il faudra là-dessus être très clair que le partenaire devra endosser une stratégie de développement et de report modal de la route vers le rail et pas l'inverse. Merci, Monsieur le Président. Je donne la parole à Danielle Carteron. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Président, au nom du groupe Ensemble pour la République, je tiens à vous remercier d'être présent aujourd'hui devant cette commission dans un moment de transition importante pour Fret SNCF. Le transport ferroviaire de marchandises reste un pilier stratégique de notre économie et de notre transition écologique. Pourtant, des entreprises emblématiques comme celles de Stobli et SNR, historiquement proches du réseau ferroviaire, ne peuvent plus s'appuyer sur ce mode de transport pourtant crucial pour répondre aux enjeux climatiques et de compétitivité. La disparition de Fret SNCF au 1er janvier prochain, au profit de 2 nouvelles entités, comme vous l'avez dit, d'Exafret, transport de marchandises, et Technis, maintenance des locomotives, marque une étape significative au plan de discontinuité mis en œuvre par l'État. Si cette réforme vise à répondre aux exigences européennes de concurrence, elle soulève de fortes interrogations. La cession de 30% de l'activité et de 20% du chiffre d'affaires de Fret SNCF au premier semestre 2024 a déjà affaibli les capacités logistiques disponibles pour nos entreprises. L'annonce de la suppression de 500 emplois, soit 10% des effectifs, malgré l'engagement d'absence de licenciement, nourrit des inquiétudes sur la réorganisation et la capacité des nouvelles entités à relever les défis industriels et écologiques dans nos territoires. Dans ce contexte, ma question se décline en 2 points. Comment envisagez-vous de concilier la nécessaire transformation sociale au sein des nouvelles entités avec les impératifs de fiabilité et de compétitivité que les entreprises attendent d'un transporteur ferroviaire? Quels moyens concrets en termes d'investissement ou de partenariat seront mis en œuvre pour développer l'offre de fret et faire d'Exafret un leader en Europe, tout en répondant aux besoins besoins écologiques et économiques de nos industries? Les entreprises ont besoin de garanties quant à la pérennité et à la compétitivité du transport ferroviaire. Cette réforme ne doit pas se traduire par une dégradation supplémentaire du service, mais bien par une montée en puissance d'un outil de transport essentiel au service de la décarbonatation et de la relance industrielle. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Madame la députée. Monsieur le Président, je vous donne la parole. Merci, Madame la députée. Moi, je vous remercie de me donner l'occasion de parler des clients parce qu'au fond, on peut parler entre nous, mais ceux qui choisissent le mode de transport, à la fin, c'est les industriels. Nous sommes là pour servir les industriels. Donc, c'est eux, à la fin, qui vont faire la part modale de cette entreprise. Et qu'est-ce qui fait que cette entreprise va être attrayante pour eux, indépendamment du fait qu'elle couvre tous les territoires, qu'elle a une offre unique? C'est que nous allons présenter à ces clients la nouvelle gamme d'offres d'Exafret, sans doute début d'année prochaine. Et ce qui la caractérise, c'est que cette entreprise, sur tout le territoire français, et même à l'international, puisque 50% de son chiffre d'affaires des trafics passent la frontière, notamment vers l'Allemagne, mais pas que, répondent à tous leurs besoins. Déplacer un wagon, 2 wagons, un demi-train, un train régulier ou irrégulier dans un système que nous appelons capacitaire. On a installé des moyens de production sur l'ensemble des territoires pour pouvoir avoir cette souplesse par rapport à des industriels qui, finalement, ne sont pas tous demandeurs de commander des trains complets régulièrement. Il n'y a pas cette capacité aujourd'hui à transporter en marchandises des trains complets partout dans toute la France. C'est du trafic diffus. Donc déjà, son positionnement est une réponse par rapport aux besoins du marché. Deuxième chose, la fiabilité. Absolument essentielle. Souvent, on critique le fret ferroviaire, c'était dit dans la commission d'enquête, sur son défaut de fiabilité par rapport au camion, qui est très souple, qui est toujours à l'heure. Nous avons des atouts. C'est premièrement la massification, super important pour les grandes industries, évacuer les usines en masse. La sécurité que nous offrons, marchandises dangereuses sur la route, ce n'est pas la même chose que des marchandises dangereuses sur le train.
Et puis, bonne nouvelle, c'est que 2024, après avoir passé cette étape difficile d'abandon des trafics, en ce moment, la qualité est au rendez-vous, puisque le taux de respect de transport des commandes qui nous ont été passées est de 97%. Et nous sommes en train de faire l'enquête de satisfaction des clients. Je pense qu'elle va montrer déjà une augmentation de la satisfaction des clients. Moi, en tant que mandataire social, ce que je veux, c'est que fin 2025, les clients nous disent « Exafret, c'est très bien. On a envie d'Exafret. » Et c'est comme ça que ça va se développer. Voilà. Donc la compétitivité, c'est de l'efficacité. Alors, il y a quelque chose qui va rentrer dans le contexte social, et ça, c'est à notre main. C'est ni la Commission européenne, ni les décisions publiques, c'est la discussion entre l'entreprise, donc la direction, et les syndicats, représentants des salariés. Et moi, je crois à un dialogue social de qualité et de haut niveau là-dessus. Tout le statut est préservé. Tout ce qui encadre le statut est préservé. Les facilités de circulation, la garantie de l'emploi, l'évolution dans l'entreprise. Tout le statut est préservé. Mais ce qui va être discuté, dans le cadre d'un accord à trouver, ce sont, pour le cas du fret ferroviaire, les conditions d'emploi, les métiers, la rémunération. Et ça se fait par le dialogue. Et ça prend du temps. Donc, un accord de transition devrait être trouvé, et puis une négociation interne, comme dans toute entreprise, et en se donnant le temps de le faire avec les salariés et surtout avec les syndicats, puisqu'à la fin, il faut un accord signé. Une table ronde est prévue le 27 novembre, d'ailleurs, à ce sujet, pour commencer à en discuter, mais ce n'est pas un jour, évidemment, qu'une négociation de ce type se mène, ce sera sur plusieurs années. Merci, Monsieur le Président. Je donne la parole à Sylvain Carrière. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, depuis l'annonce du plan de discontinuité en mai 2023, l'horizon du fret ferroviaire français est scellé. Cession des 23 tronçons les plus rentables, principalement les trains complets qui relient les lieux de production au port, abandon pur et simple de la ligne Paris-Rungis dite train des primeurs, cession de 40% des actifs à la concurrence et donc abandon des matériels roulants, licenciement de 500 employés et aucune garantie sociale similaire à ceux qui existaient auparavant chez Fret SNCF pour les autres. On nous annonce la disparition officielle de Fret SNCF le 31 décembre pour donner naissance à Exafret pour le transport et Technis pour la maintenance. Tout ça pour plaire à la Commission européenne et garantir la libre concurrence d'un secteur qui n'est pas rentable et qui serait voué à l'abandon une fois la privatisation finalisée. Ce qui est reproché à l'État, c'est d'avoir financé à hauteur de 5,3 milliards d'euros Fret SNCF depuis 2008. Mais pourtant, un rapport confidentiel de Secafi d'octobre 2024 explique tout l'inverse. Les investissements de l'État n'ont pas coûté à la France, mais ont au contraire permis d'économiser quelques 10 milliards d'euros en externalités négatives du secteur routier. La congestion routière, les maladies respiratoires et décès précoces causés par la mauvaise qualité de l'air, l'usure des routes sont autant de dépenses que l'État n'a pas eu à engager grâce au maintien du fret ferroviaire. Alors que la DB Cargo en Allemagne est dans la même situation et sous le joug de la même sanction par la Commission européenne, elle vient capter 7 des tronçons les plus rentables en France. C'est une ineptie. Selon les études, le déclin du fret ferroviaire en France a ajouté 2 millions de camions sur les routes chaque année depuis l'ouverture à la concurrence. Alors, Monsieur le Président, où sont les études d'impact sur le report modal inversé, c'est-à-dire du ferroviaire vers la route? Cela pourrait concerner 500 000 camions supplémentaires en cas d'abandon des flux cédés par les entreprises concurrentes. Ce démantèlement de Fret SNCF apparaît comme le coût final, alors que 90% des employés de Fret SNCF sont opposés à cette mesure, alors que les experts demandent un moratoire pour laisser le temps du débat rationnel, alors que notre groupe de la France Insoumise a demandé un débat au nom de l'article 50 alinéa 1 de la Constitution et demande également ce moratoire, vous gardez le choix du démantèlement que vous pouvez pourtant annuler. Monsieur Delorme, vous êtes mandataire social de Fret SNCF. Vous êtes garant du bien-être des salariés. Ils n'ont pas de visibilité sur leur fiche de poste de janvier, sur leurs conditions de travail. Vous avez un droit de retrait sur cette liquidation en tant que mandataire social et même que vous aurez une responsabilité si la liquidation de Fret SNCF venait à conduire les filiales à une banqueroute et les employés au chômage. Vous l'aurez compris, notre groupe, la France Insoumise Nouveau Front Populaire, continue à appuyer la demande d'un moratoire sur la discontinuité de Fret SNCF. Les jours sont comptés, il est urgent d'agir. Merci, Monsieur le député. Monsieur le Président, je vous donne la parole. Oui, je vais venir sur la demande de moratoire, parce que c'était d'ailleurs l'objet
en partie de la commission d'enquête parlementaire, ce n'est pas une décision des mandataires sociaux, c'est une décision qui relève du gouvernement. Donc la décision de discontinuité, c'est une décision du gouvernement. Le Premier ministre Clément Beaune a choisi la voie de la discontinuité pour éviter la faillite en remboursant 5 milliards. Chacun peut apprécier ce choix, mais c'est comme ça que ça s'est posé, puisque nous sommes, je reviens sur une question de droit européen, de droit de la concurrence au niveau européen, sous contrainte de plainte. Et donc cette question-là est une question qui relève des relations entre l'État et la Commission. Jean-Pierre Farandou, comme moi, avons reçu le devoir de mettre en œuvre une discontinuité qui préserve le risque vis-à-vis du risque de liquidation, avec un cadre qui est très clair. Nous, notre responsabilité, moi en tant que mandataire social, c'est de le faire en préservant toujours l'intérêt des salariés dans ce contexte difficile. Le contexte est très difficile, mais dans ce contexte difficile, de faire face, de se dire on est toujours debout et on va se redresser. On va se redresser, certes avec un nouveau nom, et on va repartir de l'avant avec du développement. Ensuite, faire en sorte que l'attractivité soit celle des clients, comme j'ai dit tout à l'heure, parce que c'est les clients qui vont décider si cette entreprise les intéresse face à des concurrents. Et je pense que nous avons énormément d'atouts, et notamment par la compétence des cheminots. Nos salariés, ils sont extrêmement bien formés. Ils sont super engagés pour le fret. Ce sont des passionnés du fret. Alors aujourd'hui, effectivement, c'est dur de passer ce cap de la discontinuité. Mais pour le moratoire, je vous réponds. D'ailleurs, le ministre a été très clair là-dessus. La question lui a été posée. Il n'y aura pas de moratoire. Madame Vautrin l'a confirmé. Et donc, ce sera mis en œuvre ces nouvelles sociétés au 1er janvier 2025, dont l'objectif est d'éviter la liquidation pure et simple de Fret SNCF. Un mot sur la visibilité pour les salariés, c'est très important au 1er janvier 2025. Au 1er janvier 2025, rien ne va changer pour eux. Au sens, ils vont être comme au 1er janvier 2020, transférés dans une nouvelle société, où de toute façon, les mêmes conditions d'aujourd'hui, de par les textes législatifs, sont garanties, au moins pour 15 mois. Et c'est pour ça qu'il y a besoin de se mettre autour de la table pour préparer la suite par une négociation spécifique à Fret, mais uniquement sur les questions d'emploi, les questions de conditions d'emploi, les questions de rémunération et les questions de métier. Tout le reste, c'est-à-dire le statut, est complètement garanti. Donc tout ce qui concerne le statut, la stabilité de l'emploi, la garantie interne de la SNCF de mobilité, les facilités de circulation, tout ça est maintenu. Pour ce qui concerne les investissements et la place du rail par rapport à la route, je pense que nous avons, nous, évidemment, étant le plus gros opérateur en France, puisque Hexafret, c'est 40% de la part de marché en France, ça reste l'opérateur historique dominant, entre guillemets, c'est d'agir pour que de nouvelles mesures soient prises en faveur du report modal de la route vers le rail. Alors, d'un point de vue économique, faut-il plus de soutien au secteur du fret ferroviaire? Faut-il plus d'investissements? Ça, c'est au gouvernement de le dire. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai lu le rapport d'enquête commission parlementaire suite à l'ouverture de la concurrence. Il y avait, je crois, près d'une centaine de propositions. Une centaine de propositions. Il y en avait une qui était moratoire sur la discontinuité. J'ai répondu. Le gouvernement a décidé pas de moratoire. Mais quand même, il y en avait des propositions à côté. Alors, vous reprenez des mandats. Moi, je vous invite à les lire, ces propositions. Il y en a certaines qui sont tout à fait pertinentes et d'ailleurs, peut-être coûteraient rien dans un projet de loi de finances. Il peut y avoir des mesures réglementaires qui peuvent aider le développement du fret ferroviaire. Donc, il y a toute une panoplie d'actions qui peuvent être menées. Je vous donne un exemple. Les plateformes logistiques. Est-ce qu'on cherche à les embrancher au ferroviaire? Elles peuvent aller n'importe où, c'est pas grave. À côté des autoroutes en priorité. Un exemple. Voilà. L'obligation de publier ces émissions carbone quand on fait du transport ou quand on prescrit du transport, est-ce que ça existe ou ça n'existe pas? Non, ça n'existe pas. Est-ce que ça va dans le bon sens? Oui, ça va dans le bon sens. Donc, moi, je me permets aussi de renvoyer la balle à l'Assemblée nationale, puis à votre commission. Il y a beaucoup de propositions qui sont sur la table, en dehors du moratoire, dont je ne suis pas maître, qui me semblent aller dans le sens d'aider ces nouvelles entreprises et les cheminots de fret, mais tous les cheminots, j'ai envie de dire, de toutes les entreprises ferroviaires en France, pour aller vers du report modal qui évitera la multiplication d'une activité routière. Moi, je ne pose pas la route et le rail. Je dis juste factuellement aujourd'hui, si la question climatique est essentielle, c'est un fait. Une tonne transportée par le rail, c'est 9 fois moins de CO2. C'est 6 fois moins d'énergie par tonne transportée. Alors ça, après la crise énergétique qu'on vient de vivre,
ce sera éternel, hein, parce que c'est juste la physique. Hein. Le train, ça glisse sur le rail, alors que le pneu d'un camion, ça frotte sur la route. Donc, même si le camion demain, et c'est plutôt après-demain ou après-demain, est électrique, une tonne transportée par le rail sera toujours 6 fois moins consommateur d'énergie. Sans parler de la pollution, de la congestion, etc. Moi, j'ai beau regarder ce qui est prévu pour la décarbonation de la route, qui est absolument indispensable, sinon on ne décarbonera pas le transport de marchandises, ça prend des années, des décennies. Or, nous, on est tout de suite disponible, le fret ferroviaire. On est tout de suite disponible. Donc, au moins, ça s'est invité au débat. Voilà. Et je pense que c'est nécessaire de regarder tout ce qui pourrait être fait en complément du plan de relance qui existe, qui est d'à peu près du même niveau que ce qui est fait dans les autres pays, pour aider encore le développement de cette activité qui, en France, a été laissée pour compte pendant des dizaines d'années. Il n'y a pas eu de politique publique en faveur du fret ferroviaire. On le redécouvre, compte tenu de ses vertus. Et à qui ça a profité? Regardez à qui ça a profité. Ce n'est pas au pavillon français routier, c'est au pavillon étranger. Alors, pavillon étranger, rien contre les étrangers. Mais regardez quelles sont les plaques d'immatriculation qui passent en transit en France, qui ne payent pas les externalités négatives, qui usent nos routes et nos autoroutes. Donc il y a un vrai sujet de politique générale qui peuvent encore être confortés par un certain nombre de mesures qui me semblent pas nécessairement nécessiter à nouveau de l'argent public dans une période où c'est difficile. Merci, Monsieur le Président. Je donne la parole à Peyo Dufaux. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Président, chers collègues, vous avez, Monsieur le Président, devant vous un passionné de fret SNCF, comme vous l'avez dit, victime, comme tant d'autres, de ces milliers de suppressions de postes de ces 2 dernières décennies. Donc, alors que notre pays s'est fixé comme objectif le doublement de la part modale du fret ferroviaire d'ici 2030, on a vu les volumes transportés par rail chuter de 50 GTK en 2002 à 33 GTK en 2023, toutes entreprises confondues, alors que le volume global de marchandises transportées a explosé. Mais dans les années 2000, le groupe SNCF avait anticipé en rachetant Géodis, premier transporteur routier. Donc, je vais aller assez vite. Sur l'équilibre économique, vous dites qu'il n'y avait pas d'aide au fret. C'est faux. Il y a toujours, et ça depuis plus d'une décennie, une prime au coup de pince. Il y a des sillons qui sont subventionnés et que le fret en général, pas que fret SNCF, paye moins cher que le voyageur. Et il y a aussi une aide aux wagons isolés, vous l'avez dit. Alors certes, ça va monter en puissance, et tant mieux, mais malgré tout, ce que vous avancez comme disant que le fret ferroviaire n'était pas aidé n'est pas une réalité. Sylvie Charles révélait qu'un plan de discontinuité de fret avait été... une étude avait été commandée au cabinet McKinsey dès 2019 lors de la filialisation par les services du ministère des Transports, et l'étude de McKinsey ne garantissait ni la viabilité ni le report modal. Alors, quid de l'équilibre économique que vous vantez et que vous annoncez comme étant assuré, sachant que, au-delà d'avoir lâché les marchés les plus porteurs, que vous vouliez ou non, le transport de marchandises par train entier, c'est le plus simple à faire, qui demande le moins de personnel, c'est ce qui a été laissé aux collègues ou aux concurrents, on va dire. Et malheureusement, on se retrouve avec une situation où pendant 10 ans, on ne pourra plus se positionner dessus. C'est-à-dire que si le privé n'est pas capable de le faire, Hexafred ne pourra pas aller le chercher. On parle de 500 emplois dans un premier temps. Vous l'avez dit, malheureusement, au-delà des 500 emplois, si jamais ça ne fonctionne pas, c'est 4000 cheminots qui sont à la rue. Vous avez parlé des mesures pour équilibrer les coûts externes. On est prêt pour y travailler avec vous, mais il va falloir faire face au lobby de Géodis en face, parce que les coûts externes du routier, c'est le groupe SNCF. Je voulais parler de sac à dos social, mais je ne vais pas rentrer là-dedans. Nous, ce qu'on demande, suite au rapport parlementaire, c'est le moratoire. Nous le demandons, vous devriez le pousser aussi. On ne peut pas agir dans la précipitation comme vous êtes en train de le faire. Le 31 décembre, c'est demain, il n'y a aucune assurance et tout n'est pas prêt. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le député. Monsieur le Président. Oui, Monsieur le député, oui, je vous consens qu'il y avait des aides, mais qui n'étaient pas du tout au niveau de ce qui est pratiqué dans la moyenne de l'Europe, et notamment, il y avait 0 aide au wagon isolé. Alors, le wagon isolé est une aide absolument indispensable pour une activité qui est à coût fixe, avec beaucoup de triage, on rebrasse les wagons plusieurs fois,
à comparer à la route. Oui, je sais. Voilà, mais je le dis pour tout le monde. Donc, derrière vos propos, oui, je ne peux pas dire qu'il y avait zéro aide, mais elles étaient à des années-lumière de ce qui se pratiquait dans les autres pays. Dans les 200 millions d'euros supplémentaires garantis entre 2025 et 2030, il y en a 100 pour le wagon isolé. Et ça, c'est complètement nouveau et absolument fondamental pour répondre aux besoins de l'industrie française. L'industrie française, elle a besoin de ce trafic par des petits lots. Et puis, un point sur lequel je voulais insister, c'est que Exafret, ce n'est pas que le wagon isolé. Exafret, c'est pour la moitié du chiffre d'affaires, c'est le wagon isolé, mais pour la moitié, ce sont toujours des trains entiers. Mais des trains entiers qui sont plutôt à fréquence variable. Et des secteurs absolument essentiels, Madame Lefeur, il sera sensible, c'est par exemple l'agriculture. L'agriculture, il faut aller chercher en fonction des récoltes, avec des trains complets, là pour le coup, des céréales dans des silos, pour les amener soit vers des industries agroalimentaires, soit vers des ports. Et notre agriculture a absolument besoin d'Exafret. Demandez au secteur agroalimentaire et à l'agriculture. Et donc, on couvre cette activité. Elle est soutenue, elle aussi. Mais l'aide au wagon isolé est absolument indispensable parce que c'est ça qui a fait, en fait, l'essentiel du déficit chronique dont a été, puni Fret SNCF et qui ne peut pas se reproduire compte tenu de ce qui a été mis sur la table et qui nous permet aujourd'hui, et je vais reprendre les éléments que j'ai donnés, d'avoir 100 millions d'euros par an supplémentaires que n'avait pas Fret SNCF de soutien. Donc c'est très significatif. Et en absence de dette, toute entreprise qui a une absence de dette peut se permettre de s'endetter pour repartir de l'avant. Donc c'est un projet de développement. Pour moi, les clients sont absolument fondamentaux. Il faut absolument qu'ils aient une offre qui réponde à leurs besoins, qu'ils aient la qualité de service, qu'on puisse marteler que cette entreprise est la seule à offrir un service que les autres n'offrent pas. Voilà. Les concurrents n'offrent pas exactement la même chose. Il y a des choses qu'ils ne sauront pas faire. Donc oui, nous sommes interdits pendant 10 ans de faire des trains, j'allais dire, point à point, avec des moyens dédiés. Ça, la sanction, elle est pour 10 ans. Ce n'est pas uniquement les 23 flux. Mais il faut regarder le reste du marché. Le reste du marché, il y a une demande. Il y a une demande pour l'industrie. Il y a une demande aussi en ce moment. Bon, c'est pas très heureux, compte tenu que c'est un contexte géopolitique que tout le monde déplore. Mais il y a une demande pour les armées. Voilà. Il y a une demande pour transporter de plus en plus, retour de la grande consommation. Les grands distributeurs, la grande consommation revient vers le fret ferroviaire. Donc il y a quand même tout un secteur qui est demandeur de plus de fret ferroviaire. Et en fait, en abandonnant ces trafics sous la contrainte de Bruxelles, aujourd'hui l'entreprise se ressent sur tout le marché industriel français. Quand je dis industriel, c'est y compris l'agriculture, toutes les industries, et y compris pour de nouveaux secteurs comme les déchets, les énergies renouvelables. Donc il y a un appétit de fret. Il y a un appétit de fret. Moi, ce qui me fait dire que ce n'est pas la fin de fret à la SNCF, c'est une nouvelle histoire de fret qui s'ouvre après un épisode extrêmement douloureux, mais au service de l'industrie et des Français. Merci, Monsieur le Président. Je donne la parole à Jean-Pierre Tête. Oui, merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, Monsieur le Président, dans le contexte tendu suscité par la transformation, voire le démantèlement de SNCF Fret au 1er janvier 2025, j'espère que votre audition me permette d'éclairer ce débat. Sans considérer que la libéralisation du fret lui aura permis de retrouver le souffle qui lui manquait, nous considérons que la faillite actuelle de SNCF Fret tient davantage à des évolutions économiques, structurelles, défavorables au secteur, qu'à une succession de décisions stratégiques contestables. Ainsi, avant d'être une victime de la mise en concurrence ou du statut réputé très enviable des cheminots, SNCF Fret est une victime de la désindustrialisation du pays depuis les années 70. SNCF Fret aura subi l'évolution des usages du marché. Anne-Marie Hydrac, présidente de France Logistique, l'exprimait lors de son audition devant la commission d'enquête sur la libéralisation du fret ferroviaire. Je cite, « Le fret ferroviaire est une solution pertinente pour des centaines de tonnes et le plus souvent des centaines de kilomètres. Or, nous assistons à un mouvement général de démassification avec le juste à temps dans les usines, avec la diversification des gammes industrielles, automobiles par exemple, avec les réassorts permanents. L'e-commerce accentue cette évolution. » Je ferme les guillemets. Je voudrais vous interroger sur votre appréciation de la situation et sur les politiques que vous mettez en œuvre pour vous adapter à ce changement de monde. Ensuite, comme l'ont rappelé mes collègues Ray, Blin et Haber Dassault,
dans leur contribution au rapport de la commission d'enquête SNCF Fret, a été soutenue par les gouvernements successifs ces 20 dernières années. Mais la priorité donnée au transport de voyageurs, ainsi que la nécessité de régénérer un réseau très ancien, ont compliqué la tâche de l'opérateur de fret dans sa recherche de compétitivité et d'efficacité. À cet égard, quel jugement portez-vous sur la répartition actuelle des sillons entre SNCF Voyageurs et SNCF Fret et sur l'état du réseau dans le cadre de votre activité? Pour en conclure sur le plan de discontinuité, notre groupe parlementaire estime que SNCF Fret a fait l'objet d'un abandon de la France devant la décision de démantèlement de la Commission européenne. On peut en effet s'interroger sur la proportionnalité de la décision en question. Je rappelle que l'infraction retenue pour justifier le démantèlement est la non-notification d'aide publique. La procédure semble aujourd'hui irréversible. Jugez-vous, Monsieur le Président, que cette procédure de discontinuité qui contraint SNCF Fret à abandonner 23 flux de marchandises parmi les plus rentables à la concurrence soit compatible avec le retour d'une trajectoire de croissance pour le successeur de SNCF Fret, Exafret. Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. Monsieur le Président, je vous donne la parole. Sur les dernières questions, je pense avoir répondu, donc je ne vais pas y revenir sur les éléments de trajectoire économique qui sont favorables et qui permettent dès 2025 de retrouver un niveau de chiffre d'affaires équivalent en 2023, une marge opérationnelle positive, une croissance prévisible de 2 à 3%, mais qui pourrait être supérieure le jour où il y a une reprise économique. Il y a un booster naturel pour les activités de fret en général. Et la situation économique sera saine. Nous partons sur des bases saines avec une capacité d'investissement. Oui, sur les facteurs de chute du fret ferroviaire en France, il n'y a pas que l'absence de politique publique. Vous avez raison, c'est sur fond de désindustrialisation. Nous sommes un acteur de la réindustrialisation du pays. Il faut le renverser dans l'autre sens. On parle de réindustrialisation du pays. Nos industries ont besoin de ferroviaire. Elles seront plus compétitives si elles ont du ferroviaire. Elles seront plus compétitives si elles peuvent afficher un bilan carbone meilleur. Parce que demain, le bilan carbone, ça va être un critère de choix de leurs propres clients. Donc les clients de nos clients vont imposer à nos clients d'avoir de moins en moins d'émissions carbone. Alors certes, pour la production industrielle elle-même, pour les usines, Arcelor fait des investissements considérables pour ça. Mais Arcelor, c'est notre premier client. C'est un gros prescripteur de transport. C'est mon premier client. Il fait 20% de l'activité de fret. Donc le transport fait partie du bilan carbone et de la compétitivité des entreprises. Et vous avez raison, le juste à temps n'a pas été un facteur favorable au ferroviaire, parce que le juste à temps est beaucoup plus facile à réaliser avec un camion hyper souple qu'on commande au dernier moment. Monter des trains, assembler des wagons, les faire arriver à l'heure, pour faire ça, c'est plus compliqué dans un contexte de juste à temps. Donc, l'évolution de moins de juste à temps pour une meilleure écologie va se faire sous la contrainte de décarboner le transport. Donc voilà, le débat est ouvert. Je pense que la question d'aller vers moins d'émissions de carbone, mais aussi moins de consommation d'énergie, qui est le deuxième facteur important pour l'avenir, va progressivement faire évoluer vers, sans doute, plus pratiquer des stocks qui permettent de massifier, parce que le fret est plus pour la massification. Par contre, par rapport à ce qu'a dit Mme Idrac, oui, je partage. Le fret est effectivement plus adapté dès qu'on fait du massif, de la longue distance. Assez naturellement, la compétitivité par la route, elle est atteinte très rapidement. Mais il ne faut pas croire, ce serait faux, que le fret n'est pertinent que pour ça. Je vais vous donner des exemples sur de la très courte distance, 50 km. Le syndicat de l'Oise a organisé la collecte de déchets par train, 50 km. C'est des navettes. Mais sur 50 km, on peut tout à fait avoir une économie raisonnable si ça tourne. Vous voyez. Et puis, sur le volume, eh bien, c'est tout l'inverse de ce qu'offre Exafret. Exafret est pertinent parce qu'il offre aussi cette capacité à offrir de la souplesse, comme je l'ai dit, sur la taille des lots et la fréquence. Donc non, ce n'est pas uniquement les trains complets massifs qui sont pertinents pour le fret ferroviaire. Et un point essentiel, c'est la complémentarité avec la route, parce que la route a ses avantages, mais elle a aussi tous ses inconvénients écologiques que je disais tout à l'heure, son incapacité à massifier pour évacuer des usines, son incapacité à sortir des silos, des tonnes, des milliers de tonnes même de céréales, par exemple. Donc nous, on le fait, la route ne peut pas le faire. Mais l'idéal, c'est que la route fasse du pré- et post-acheminement pour amener vers le rail, pour développer un transport décarboné de bout en bout, parce qu'à ce moment-là, vous avez une route décarbonée
à l'origine, une route décarbonée à l'arrivée, parce que sur 200 km, les technologies existent pour avoir des camions électriques ou d'une autre énergie renouvelable. Et sur la partie longue distance, vous utilisez le fret ferroviaire qui, naturellement, est le moins énergivore et le meilleur pour l'environnement aujourd'hui. Donc le transport combiné, mais aussi un complément par ce qu'on nous on a offert avec le fret SNCF qui restera dans Hexafret, qu'on appelle Rail Route Connect, qui connecte en fait des transporteurs routiers dans une région avec un transporteur routier dans une autre région. Et c'est eux qui prescrivent le transport en prenant leur camion pour amener jusqu'à une gare de débord, on monte ça dans les trains et ensuite ça repart vers de la longue distance et se repris par un transporteur routier à l'autre bout. Cette mise en relation des transporteurs routiers avec un cœur ferroviaire au centre, nous sommes en train de l'organiser. Voilà, donc un dernier point, c'est le e-commerce. Le e-commerce, oui, pour un certain nombre de e-commerce, je dirais de petits volumes, c'est difficile pour nous de nous positionner, mais Amazon est en train de demander des trains complets où on montrait leurs camions Amazon, leurs semi-remorques, pas les tracteurs, mais les semi-remorques sur des trains complets. Alors c'est au niveau européen. Et donc on voit que des grands opérateurs de ce type, du e-commerce, viennent à la décarbonation de leur propre transport. Ils en ont besoin. Bon, le domaine de pertinence, ce n'est pas la petite camionnette qui va dans les villes. Évidemment, nous, notre domaine de pertinence, c'est le transport de longue distance qui font de entrepôt à lieu de consommation. Et là, on peut massifier. On peut mettre des camions sur les trains. Dernier point, c'est réseau. Je vous remercie d'avoir posé la question parce que je pense que vous pouvez avoir un rôle pour aider Réseau à nous aider. Je dis comme ça. Réseau a besoin d'investissement. Bon, il y a 4 milliards qui sont prévus pour le fret en 10 ans. Madame Vautrin l'a reconfirmé. 4 milliards, qui ont été demandés d'ailleurs par la coalition 4F. Il faut juste qu'ils soient vraiment programmés et qu'ils soient financés et qu'ils soient délivrés. C'est exactement ce qu'il faut. Mais il faut juste qu'ils soient faits dans les 10 ans. Voilà. Il faut quelques garanties de ce côté-là. Ensuite, sur les sillons, je vois d'énormes progrès faits par Réseau et je salue le travail fait par les équipes de Réseau pour trouver un optimum dans la capacité disponible, pour à la fois augmenter les travaux, parce qu'ils ont plus de travaux à faire pour régénérer le réseau, et nous on a besoin d'un réseau fiable, pour développer le transport de voyageurs, et en particulier les services régionaux de proximité, et en même temps permettre d'avoir des sillons fret de longue distance. Je vous donne un exemple qui pourrait aider Réseau à nous aider. C'est que dans le plan de relance passé, il y avait 210 millions d'euros, pas pour nous, pas pour le fret ferroviaire en général, mais pour Réseau, pour permettre de financer des surcoûts pendant 3 ans de travaux, de façon à libérer de la place sur les voies pour plus de sillons fret. Ça coûte un peu quand on demande à Réseau d'organiser ses travaux pour faire de la place sur les voies, la nuit par exemple. Au lieu de fermer les 2 voies, on n'en ferme qu'une, les trains passent à côté, on continue à faire circuler des trains de fret pendant que des travaux sont en train d'être faits. Ça coûte un peu plus cher à Réseau. Si on laisse faire le modèle économique, Réseau a intérêt à fermer le réseau pour faire ses travaux. Et à ce moment-là, il n'y a plus de train de fret. Ça n'a pas été reconduit à ce stade. Le contrat de performance de Réseau est en cours de négociation. Réseau a besoin de 50 millions d'euros par an pour permettre de maintenir ce dispositif. Voilà un exemple où Réseau peut nous aider à avoir des bons sillons. Et donc, sur le contrat de performance, je pense que ça mérite de soutenir Réseau pour obtenir cela. Voilà. Dernier point sur Réseau, c'est plus une question d'investissement. Donc nous, vu du fret, et là je m'exprime au nom de 4F, pas que de la SNCF, si on a les 4 milliards d'investissement sur les triages, sur les capillaires, sur les ITE, sur les gabarits, dans les 10 ans tels que promis, tout va bien, c'est ce que nous demandions. Juste vérifier que ce sera fait, qu'il y a une loi de programmation, qu'il y a quelque chose qui oblige à mettre du rythme pour le faire, parce qu'il y a urgence climatique. Mais il y a tout un volant de choses qui n'ont pas été programmées aujourd'hui. C'est la désaturation du réseau. Un exemple, le contournement de Lyon. On en parle depuis très longtemps. Est-il inscrit? Est-il dans une loi de programmation? Non. À un moment donné, ça va bloquer à Lyon. Je ne sais pas quand, dans 5, 6, 7, 8 ans. Donc, à court terme, pas de souci. Dans les 5 ans qui viennent, pas de souci. Hexafret va se développer comme les autres, mais à moyen long terme, il y a besoin de reposer ces questions de la désaturation et des bons niveaux d'investissement qui permettent de désaturer. Et quand on désature, et je termine par ça, ce n'est pas que pour le fret, c'est pour le fret, pour les voyageurs et pour permettre à Réseau de faire ses travaux sans qu'ils gênent trop les trafics. Merci, Monsieur le Président. Je donne la parole à Nicolas Bonnet. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Président, chers collègues, inutile de rappeler l'importance du fret ferroviaire pour l'intérêt général, vous l'avez d'ailleurs déjà fait. Enjeu
dans le cadre de la réindustrialisation pour permettre le transport des matériaux. Enjeu évidemment de décarbonation. Vous avez donné des chiffres qui sont quand même flagrants. 9 fois moins d'émissions de CO2 à la tonne transportée et 6 fois moins d'énergie. Ça devrait tous nous convaincre aujourd'hui de l'ambition qu'on doit avoir en termes d'impulsion et d'augmentation de la part du ferroviaire sur le fret français. Le choix de la discontinuité n'a pas été fait, comme vous l'avez dit d'ailleurs, par Fret SNCF, mais bien imposé. Mais au-delà de cette logique qui vous oblige en tout cas à réorganiser Fret SNCF, est-ce que vous voyez des opportunités particulières? Vous avez évoqué évidemment le fait qu'il y ait une dette qui soit apurée, mais d'un point de vue commercial, est-ce que vraiment on peut se dire que si on reste dans les conditions actuelles, on a vraiment des pistes sérieuses qui permettent de penser que ça va changer quelque chose? Le nombre de flux auxquels vous avez dû renoncer, certains ont été récupérés par d'autres opérateurs. Il me semble que certains n'ont pas été récupérés par d'autres opérateurs. Est-ce que vous pouvez nous préciser cela et nous dire si certains flux seraient aujourd'hui vacants pour qu'ils ne soient pas abandonnés, qu'il y ait bien une offre de fret? Est-il envisageable par une nouvelle négociation que Hexafret puisse quand même, en tout cas, s'en emparer? Puisque l'important, c'est quand même bien de maintenir et d'augmenter, en tout cas, l'offre aux entreprises pour qu'elles puissent recourir au fret ferroviaire. Vous l'avez aussi évoqué, l'importance essentielle du réseau. Ça fait des années qu'il y a un sous-investissement sur le réseau ferroviaire qui pénalise bien sûr le voyageur, mais aussi le fret. Ça fait des années aussi qu'on nous promet des investissements, y compris récemment avec 100 milliards à un horizon un peu lointain. Mais pour l'instant, on n'a pas encore vu l'horizon de ces crédits. Alors bien sûr, ce n'est pas votre faute. Et vous le disiez encore en décembre 2023, et vous l'avez redit aujourd'hui, la route ne paie pas ses externalités négatives. Et effectivement, il faut si on ne rééquilibre pas le prix du fret entre le fret routier et le fret ferroviaire, ça va être compliqué d'avoir un report le plus massif possible vers le ferroviaire par rapport au routier. Il y a déjà aujourd'hui de nombreux pays qui ont mis en place pour cela une écotaxe basée sur le kilométrage, sur le poids en charge, sur les émissions des véhicules. Est-ce que vous pourriez nous dire quel est le pays ou quels sont les pays qui vous paraissent aujourd'hui les plus exemplaires en ce domaine, que nous puissions aussi nous appuyer sur leur exemple pour prôner ça au niveau des décisions que nous serons à prendre dans l'hémicycle et demander en tout cas à ce que le gouvernement aille dans ce sens. Et enfin, j'appuie ce qu'ont dit d'autres de mes collègues pour plaider pour un moratoire pour l'instant, qu'on prenne le temps aussi de se poser pour réfléchir à comment organiser au mieux l'offre de fret ferroviaire pour permettre justement un report le plus massif de la route vers le ferré en termes de déplacement de marchandises. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Monsieur le président, je vous donne la parole. Donc, sur le plan commercial, je vous confirme que Fret SNCF va transférer ses contrats commerciaux à Hexafret et que Hexafret repart avec un renouvellement quasi total des contrats avec les grands clients. Ce qui veut dire qu'il y a d'ailleurs une confiance des chargeurs dans l'offre de Fret SNCF qui va devenir Hexafret. 86% du chiffre d'affaires de 2025 est déjà sécurisé. Chiffre d'affaires dont j'ai dit qu'il était au même niveau que celui de 2023. Les contrats, c'est 1, 2, 3 ans. Donc, c'est tout le temps renouvelé. Il y a des mises en concurrence ou des renégociations en direct. 86% du chiffre d'affaires est déjà renouvelé pour 2026. C'est ce qu'on appelle le pipe commercial. Pour 2025, pardon. Pour 2026, c'est même 50% déjà, ce qui est à 2 ans, d'avoir déjà 50% de son chiffre d'affaires sécurisé alors que les contrats sont à renouveler, c'est une base extrêmement forte. Donc moi, je vois un appétit des clients à avoir plus de fret. Bon, la conjoncture économique est quand même pas extraordinaire. Elle n'est pas extraordinaire. Il faut bien reconnaître que ce n'est pas aujourd'hui qu'on va voir l'industrie d'un seul coup augmenter ses volumes très significativement. On est dans des cycles dans ces métiers-là. Il y a des cycles qui sont bons, il y a des cycles qui sont moins bons. Je vous donne un exemple, l'industrie ne va pas bien. L'industrie automobile ne va pas bien. Quand l'industrie automobile ne va pas bien, la sidérurgie ne va pas bien. Il y a eu des annonces d'Arcelor qui ne nous réjouissent pas hier sur des fermetures d'usines en France. Donc cette conjoncture-là, on l'a subie, nous, de manière par contre-coup. Bon, dans le même temps, il y a d'autres activités qui se développent. On a eu une excellente campagne céréalière en 2024. Elle s'annonce peut-être moins bonne pour la prochaine. Donc ça varie en fonction des cycles. Le jour, en plus, il y a une reprise économique, immédiatement, le trafic remonte. Et puis, il y a des nouveaux marchés qu'on va aller chercher. Et notamment, il faut revenir dans la grande distribution. La grande distribution a été celle qui a la plus disparu du trafic de fret ferroviaire. Aujourd'hui, c'est 5% de notre activité.
on ambitionne de remonter à 10 et 15%. Et quand on va voir des grands logisticiens, par exemple Leclerc, ils ont envie de verdir leur logistique. Donc il y a un appétit, il y a une envie. Comment le faire? Moi, je vous pose la question, c'est, vous, à juste titre, vous dites, il y a la valeur du carbone. Il y a la valeur du carbone. Moi, les industries, certaines industries intègrent dans leurs décisions d'investissement la valeur du carbone. Carbone à 100 € de la tonne, par exemple. On dit que demain, ça vaudra 250. C'est une valeur économique, parce que c'est quand même des vraies dépenses liées au dérèglement climatique que l'on évite. C'est une vraie valeur. Donc, ce n'est pas notre valeur d'ailleurs chiffrée par nous, c'est une valeur chiffrée par la Commission européenne. Ça tombe bien, on parle d'un sujet qui part de la Commission européenne. Comment prendre en compte ces éléments de valeur créés par nos activités dans les décisions économiques d'un pays ou d'un territoire, d'un continent? Bon. Question posée. Maintenant, sur l'écotaxe, les pays qui aujourd'hui ont la plus forte part de marché, c'est la Suisse et l'Autriche. Ils taxent la route et ils aident le ferroviaire. Il n'y a pas de miracle. Hein. Les parts de marché, pour l'ensemble du secteur, y compris des concurrents des entreprises historiques, sont à un très haut niveau. Ensuite, si vous voulez traverser la Suisse avec votre camion, vu le prix que vous payez pour traverser avec votre camion, vous avez intérêt à le mettre sur le train. En France, l'écotaxe a été décentralisée puisque la décision a été prise de laisser les régions pouvoir les mettre en œuvre. Après l'abandon de l'écotaxe, je rappelle, voté en 2009, abandonné en 2014. Ça n'a pas aidé Fret SNCF. Parce que nous avions l'espoir de revenir, évidemment, avec plus de volume. Je ne reviens pas sur l'histoire. Aujourd'hui, Grand Est a décidé de le faire. Grand Est a décidé de le faire. Et pourquoi ils le font? C'est parce qu'ils voient passer tous les camions en Grand Est, en transit, parce que les pays voisins, eux, l'appliquent. Et donc, il y a un report des externalités négatives des transports de transit sur leur région. Donc, ils ont décidé de l'appliquer. Ce seront les premiers. Je pense que ça en fera d'autres. Pour moi, c'est un débat public. Franchement, nous sommes mandataires sociaux. On joue avec les règles du jeu qu'on nous fixe. Ce n'est pas à nous de les fixer. Voilà, c'est pas à nous de les fixer. C'est à nous d'influencer pour qu'elles soient favorables. Mais les règles du jeu aujourd'hui, il n'y a pas d'écotaxe en France. Voilà. Il y a des écotaxes régionales qui se mettent en place. Le débat public mérite d'avoir lieu. Pollueur-payeur ou pas pollueur-payeur. Commander aussi les routiers à se décarboner. Voilà, tout ça est sur la table et c'est vraiment un débat qui revient à la représentation nationale et au gouvernement. Merci, Monsieur le Président. Je donne maintenant la parole à Mickaël Cosson. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Président, vous l'avez dit, Exafret et Technis seront en place au 1er janvier 2025, le moratoire étant totalement écarté. Et est-ce que ce n'est pas une bonne chose plutôt que regarder encore les trains passer? Puisqu'en fait, aujourd'hui, vous l'avez dit, si on doit appuyer la compétitivité de nos entreprises, elles doivent aussi diminuer leur impact carbone. Vous pouvez être un acteur justement qui leur permette de pouvoir engager ces enjeux non seulement essentiels pour l'environnement, mais également essentiels pour la pérennité de leur activité. Face à ce constat qui est donc de pouvoir appuyer nos entreprises, que ce soit dans le domaine agricole, l'industriel, dans l'armée, vous l'avez dit, ou bien tout simplement dans la grande consommation, avec la volonté de pouvoir aussi non seulement travailler sur la longue distance, mais la petite distance. Bon, la question sera simple, puisque déjà beaucoup de questions ont pu être posées. Vous avez dit déjà comme quoi les 4 milliards étaient essentiels pour pouvoir justement répondre à cette demande. Il y a eu près d'une centaine de propositions qui ont pu être faites, dont certaines vous jugiez pertinentes de la commission d'enquête. Quels seraient, selon vous, les enjeux nécessaires à mettre en place à court terme pour que justement le phénomène de réindustrialisation qui semble pointer après une désindustrialisation pendant plusieurs décennies, quels sont les enjeux à court terme, puis ensuite à moyen terme? Et pour cela, pour y répondre, quel est votre plan de route, tout simplement, qui sera opérationnel au 1er janvier 2025 pour non seulement faire taire les inquiétudes, mais surtout répondre aux enjeux de croissance qui sont essentiels pour justement relever non seulement l'État national, mais faire en sorte que bien le ferroutage dont on entend parler maintenant depuis près d'un quart de siècle soit quelque chose qui soit réalisé dans le quart de siècle suivant. Merci, Monsieur le député. Monsieur le Président, je vous donne la parole. Oui, si vous le souhaitez,
bon, nous-mêmes, on a regardé dans les propositions de la commission d'enquête quelles étaient les mesures qui nous paraissaient les plus utiles rapidement. Sans prendre la totalité, on a fait notre propre sélection. Il y en a une dizaine, mais on n'est pas propriétaire de ce choix. Voilà, il vous appartient d'en débattre peut-être entre vous. On peut vous la retracer si vous le souhaitez, Madame la Présidente, en tant que réponse écrite, en disant, voilà, vu de chez nous, voilà des propositions qui vont au-delà des aides d'État, 200 millions d'euros par an, garantis jusqu'en 2030, plus les 4 milliards d'euros d'investissement qui ça, sont déjà acquis. C'est d'en faire autour des mesures complémentaires qui, si elles prennent en masse, peuvent accélérer le report modal et nous aider. Donc nous, on a des propositions à faire, on peut vous les transmettre. Moi, mon plan de route, enfin celui de mes équipes, hein, il est très simple, hein, c'est de faire en sorte que ces sociétés répondent aux besoins des clients. À la fin, c'est aussi simple que ça. Il faut que nos clients aient envie de nous. Donc nos clients, on leur a dit qu'il y aurait une gamme d'offres qui serait plus simple, parce qu'ils trouvent que c'était un peu compliqué la façon dont on leur proposait d'acheter le fret à Fret SNCF. Donc quitte à faire peau neuve, même si on n'est pas en train d'en faire, on est en train de faire une transformation, mais on n'est pas en train de faire un grand soir et un grand matin. Ils nous ont dit, promettez-nous quelque chose de plus simple et plus fiable. Donc on s'en occupe, et début d'année prochaine, les clients vont voir présenter cette nouvelle gamme d'offres qui a été co-construite avec eux pour que ça réponde mieux aux besoins de l'industrie et qu'elle soit plus simple. Ensuite, le deuxième travail qu'on fait, c'est toujours sur notre efficacité. Aujourd'hui, nous avons des coûts de structure qui sont encore trop élevés. Il y a aussi la réduction des coûts, hein. Il y a aller chercher du chiffre d'affaires et la réduction des coûts. La fiabilité au quotidien, donc le niveau de service qui est très bon en ce moment, je l'ai dit, reconnu par les clients avec un niveau de satisfaction qui s'améliore. Eh bien, il faut qu'Exafret conserve cela et continue à l'améliorer. Voilà, ça c'est notre plan de route. Moi, mon plan de route, c'est l'obsession client et l'obsession salarié qui se sentent confiants dans un avenir. Mais dans la confiance, est-ce que nous on leur dit, est-ce que l'environnement renvoie? Voilà. Et l'environnement, il peut renvoyer d'autres choses en disant oui, il y a des mesures qui sont prises, qui continuent à soutenir le fret ferroviaire. Et enfin, peut-être le plus important pour notre secteur, on est dans du temps long. Et donc moi, je suis dans le court terme. Je dois gagner des contrats l'année prochaine avec mes équipes. Mais vous, aidez-nous à avoir de la visibilité sur le temps long. Loi de programmation, est-ce que c'est un mot qui est interdit dans ce pays? Loi de programmation, est-ce que tous les ans, il faut se reposer la question, est-ce que l'année prochaine, je vais avoir l'argent espéré pour pouvoir investir? Loi de programmation, enfin la notion de planification, est-ce que c'est un gros mot? Est-ce que loi de programmation, c'est un gros mot? Voilà, donc moi, je le dis avec force parce que nous sommes dans des métiers où on investit dans des locomotives. Une locomotive, ça coûte 4 à 5 millions d'euros. Investir dans une plateforme multimodale ou dans une plateforme des bords, c'est 20 millions d'euros. C'est des métiers avec beaucoup de capitaux. Donc, indépendamment d'un privé ou d'un public qui investit, entreprise publique, on se pose la question, j'y vais ou j'y vais pas? Et pour savoir si j'y vais pour acheter des locomotives maintenant qui seront livrées que dans 3 ans, j'ai besoin de savoir si j'aurai accès aux voies, si j'aurai un réseau en capacité de fonctionner, et si les 4 milliards qu'on nous a promis seront vraiment délivrés. Voilà. Et donc, on a une certaine visibilité. Est-ce qu'elle est suffisante? Peut-être encore améliorée, en tout cas au-delà de 5 ans. Merci, Monsieur le Président. Je donne la parole à Sylvain Berrios. Merci, Madame la Présidente, Monsieur le Président. Merci pour la clarté de vos propos et aussi le courage, parce que vous avez, en propos introductifs, vous êtes revenu sur les péripéties, et Dieu sait qu'il n'y a pas beaucoup de secteurs économiques, pas beaucoup d'entreprises qui ont pu qui ont eu à gérer une situation aussi violente en réalité pour l'entreprise et pour un secteur économique qui par ailleurs a vu sa part diminuer au cours, on va dire, du quart de siècle qui vient de se passer, et qui se trouve donc dans une situation de devoir se réinventer, ou en tout cas repartir sur de nouvelles bases. Alors, comme disait mon collègue Cosson, à part regarder les trains passés, maintenant il faut s'intéresser à ce qu'on va faire à l'avenir, et je crois que vous l'avez dressé, et vous avez dressé un terrain d'avenir important. Merci de vouloir vous appuyer sur la représentation nationale, et on sera tous, je crois, très attentifs aux propositions que vous pourriez nous faire, même si on pense souvent l'inverse. Mais finalement, c'est une conjugaison qui peut être utile, parce que je pense que dans cette commission, il y a un consensus assez large pour dire que le fret est un élément essentiel de la décarbonation des transports. Et donc, on accueillera avec plaisir et on étudiera avec plaisir les propositions que vous pouvez faire. Je crois qu'après la France, d'autres concurrents vont être frappés
je ne sais pas si la même malédiction, mais en tout cas de la même sanction que vous, puisque un opérateur historique va avoir le DB Cargo et sa filiale française, qui constitue malgré tout un concurrent notable, est visé par une procédure similaire de la Commission européenne. Si on considère que petit à petit, tous seront frappés de la même sanction, est-ce que ça ouvre par conséquent des perspectives et une redistribution européenne du fret dont vous pourrez vous inscrire, disons, favorablement dans une dynamique économique et de reconquête de parts de marché? Merci, monsieur le député. Monsieur le président, je vous donne la parole. Bon, moi, je ne me réjouis pas des difficultés des autres. Je me sens secteur autant que Fret SNCF, demain Exafret. Mais nous sommes un acteur essentiel d'Europe, parce que Rail Logistics Europe, qui accueille ces deux nouvelles sociétés, on n'en a pas parlé, mais c'est le deuxième opérateur de fret en Europe, ex-aequo avec les Autrichiens. Donc nous avons une responsabilité particulière pour soutenir le développement du fret ferroviaire. Bon, ce qui arrive à Deutsche Bahn Cargo, il faut les citer, c'est pas tout à fait la même chose que ce qui arrive à Fret SNCF, mais c'est pour la même raison. C'est un déficit cumulé considérable depuis plusieurs années et surtout un plaignant. Ça part toujours de la même chose. C'est que le droit de la concurrence peut autoriser des opérateurs, des entreprises de se plaindre de son voisin en disant « toi, tu as bénéficié d'une aide illégale ». Donc c'est ce qui arrive à DB Cargo. La différence entre Deutsche Bahn Cargo et nous, c'est que c'est la première fois qu'ils ont affaire à la Commission européenne. Fret SNCF, c'est la deuxième fois, puisqu'en 2005-2006, Fret SNCF a été soumis au régime dit de la restructuration sous contrainte de la Commission européenne, sans pour autant discontinuer, c'est-à-dire fermer la société existante pour en rouvrir une autre, qui a changé de nom, de façon à ne pas rembourser des aides. Là, c'est un plan de restructuration sous contrôle de la Commission européenne pour revenir dans un certain délai à l'équilibre. La conséquence sociale pour DB Cargo était, ce que j'ai eu dans la presse, c'est une perte de 2300 emplois. Donc pour l'opérateur historique DB Cargo, c'est un effort de restructuration, il faut appeler un chat un chat. Est-ce qu'on en profitera? Peut-être, oui, sans doute, parce que nous avons, avec Fret SNCF, la possibilité de reprendre des trafics dont les prix pourraient augmenter en Allemagne et de les reprendre, nous, dans nos conditions. Nous, en Allemagne, nous sommes présents aussi comme opérateur en tant que Rail Logistics Europe avec Captrain Deutschland, qui est une de mes filiales. Voilà, mais moi, je ne me réjouis pas des autres. J'aimerais que tous les acteurs du fret ferroviaire soient en bonne santé. C'est le cas en France aussi. Tout le monde n'est pas en bonne santé dans le secteur du fret ferroviaire. Donc, il y a un sujet structurel quand même. Il y a un sujet structurel qui est que aujourd'hui, le point d'équilibre pour développer le fret ferroviaire sur la disponibilité des sillons, et notamment au niveau européen, pas qu'au niveau français, mais au niveau européen. Et puis les conditions d'équilibre entre la route et le rail sont peut-être pas encore au bon niveau, malgré le Green Deal, malgré les plans de relance, etc. En France, je vous ai répondu, nous considérons qu'aujourd'hui, les conditions sont là pour avoir un nouveau départ et sur des bases économiques saines qui nous permettent, si nous sommes bons et si les clients nous choisissent, de nous développer, voire même, puisque c'est sous-jacent à votre question, d'être un opérateur dans une situation économique qui peut, s'il y a consolidation du marché, en profiter. Merci, Monsieur le Président. Je donne la parole à Stéphane Lenormand. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Président, donc, je veux tout d'abord dire au nom de notre groupe l'attachement au fret SNCF et notre regret finalement d'assister quelque part à son démantèlement. Pour remplacer ce qui reste de l'ancien fleuron public et ne pas avoir à rembourser donc ces 5,3 milliards d'euros de subventions indues, deux sociétés vont être créées, Exafret et Technis. Donc c'est pour nous une décision lourde de conséquences puisqu'elle risque de remettre en cause la relance du fret ferroviaire. À l'heure où nous devons lutter contre le dérèglement climatique, nous affaiblissons sans doute un outil précieux de décarbonation du secteur du transport. Certes, cela fait des années que le fret ferroviaire traverse une crise qu'aucun plan de relance de la SNCF ou des gouvernements n'a vraiment réussi à enrayer. Mais cette décision pourrait être le dernier clou dans son cercueil.
Alors, vous l'avez évoqué, les 4 milliards d'euros d'investissement que les pouvoirs publics destinés au fret ferroviaire à l'horizon 2022, dont 2 prises en charge par l'État en direct, pourraient être également remises en cause. Certes, il y a eu la position de la ministre qui a, semble-t-il, confirmé cette participation, mais est-ce que vous avez quand même des intentions un peu plus précises de l'engagement du gouvernement pour notamment ces 2 milliards sur ces investissements qui sont indispensables, puisqu'on le sait, hein, les dégradations des infrastructures et un des motifs de la perte de compétitivité du fret ferroviaire par rapport au routier, et il est nécessaire de l'enrayer et naturellement de le remettre en état. Autre sujet de préoccupation, c'est l'impact de cette décision sur la demande de transport des marchandises. Alors qu'elle repart à la hausse, la fragilisation du fret SNCF risque-t-elle de remettre en cause cette dynamique? Et aujourd'hui, à court terme, avec votre expertise, est-ce que vous êtes relativement confiant pour prendre des parts de marché? Merci. Merci, monsieur le député. Monsieur le président. Oui, je pense que, sans revenir sur ce que j'ai dit, oui, aujourd'hui, il y a une dynamique d'envie de fret. Si vous lisez le communiqué de presse de l'AUTF, il salue ce qui se passe. Vu des clients, ils ne sont pas inquiets. Ils sont inquiets des grèves. Ça, c'est vrai. Ils le disent très clairement, parce que quand il y a une grève, il y a la logistique qui s'arrête. Quand la logistique s'arrête, les usines souffrent, et donc leur propre économie souffre. Par contre, ils ne sont pas inquiets de ce que le service offert par Exafret et le service technique, ils sont même demandeurs. Ils disent, nous saluons cette création. En même temps, les chargeurs, ils veulent avoir le choix. Donc, il faut admettre que nous sommes dans la concurrence, mais ils saluent l'existence de cet opérateur comme un opérateur absolument essentiel pour eux. Sur la question des investissements et des 4 milliards, on peut considérer que les 2 premiers milliards des 5 premières années sont en cours de bouclage. Réseau est allé trouver aussi des subventions européennes pour financer la rénovation des triages. On n'avait rien fait depuis des années sur les triages. Je crois qu'au moins un des députés présents avec la commission précédente vous avez visité Wapi, vous avez vu dans quel état c'était, vous avez vu des voies de service en très mauvais état, des freins de voies qui ne fonctionnent pas. Bon, bref, je ne vais pas rentrer dans la technique, mais il y a des choses qui se font. Alors, on voudrait que ça aille plus vite. Il y a des choses qui se font. Et dans l'ensemble des grands triages qui sont très utilisés par Fret SNCF, il y a des investissements qui sont faits dans le cadre de ces 2 milliards à Miramas, à Wapi, etc. Ce qui nous manque, c'est la visibilité sur les 2 autres milliards. Voilà. Je reviens là-dessus. Nous avons une bonne visibilité sur 5 ans, à la fois sur les aides, puisqu'elles ont été confirmées, les 200 millions d'euros 2025-2030. Donc ça, c'est bien. Ça n'existait pas avant. Enfin, voilà, 5 ans, il faudra voir après. Et puis, sur les investissements, 5 ans, c'est court pour les investissements. Donc, 10 ans, une loi de programmation à 10 ans, ça, c'est absolument essentiel, et que quelqu'un batte la mesure pour être sûr que les projets délivrent, que les cofinancements arrivent, et qu'on mette du rythme pour les faire. Voilà, donc je vous réponds, sur les 4 milliards, la moitié du chemin, oui, l'autre moitié dans une logique de programmation à 10 ans, comme je l'indiquais tout à l'heure. Merci, Monsieur le Président. Je donne maintenant la parole à Édouard Bénard. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Président, selon vos propos, lors de votre dernière audition ici même, à laquelle vous faisiez référence tout à l'heure, le principe, je cite, de non-pollueur aidé s'est substitué au principe de pollueur-payeur, et je souscris à votre demande de réouverture du débat public sur le sujet pour les législateurs que nous sommes, tel que vous l'avez évoqué dans votre réponse à mon collègue. Revenons à l'actualité vive, douloureuse de Fret SNCF, sur laquelle beaucoup a déjà été dit. Le moratoire, nous l'appelons de nos voeux parce que nous avons vécu de nombreux plans depuis 2003, qu'il s'agisse de plans de relance, de plans de restructuration ou désormais de discontinuité. Alors, la sémantique change, mais cela s'est toujours traduit par une attrition certaine des moyens matériels et humains de l'opérateur public. Le nouveau plan de démantèlement serait, selon vous, la moins mauvaise solution, si je saisis bien votre propos liminaire. Il reste néanmoins de nombreuses interrogations, dont celles des opérateurs et des partenaires, dont les salariés, en témoigne le mouvement social qui s'ouvre cette semaine. Ce plan, dont vous êtes l'exécuteur tout en étant le mandataire social de l'entreprise, soulève de nombreuses interrogations, et c'est peu dire, dont celle sur la viabilité économique des futures entités et dans le développement de la gestion capacitaire. Or, l'étiage de la réindustrialisation et de la remise en état des infrastructures s'analyse au minimum à moyen terme. Alors, l'horizon 2030 d'objectif affiché de doublement de la part modèle du fret ferroviaire approche à grands pas.
Lorsque l'on considère à la fois la part déterminante de la rénovation des infrastructures et la perspective de réindustrialisation que vous avez évoquée, quelle viabilité peut être garantie aux wagons isolés et aux groupements de wagons si on considère que dans les reprises de flux en cours par les concurrents, des appels d'offres ont été lancés sur une dizaine de wagons isolés, ceux-ci étant obligés de trouver une offre de sous-traitance. Ça réhabilite une fois de plus, et vous ne me contredirez pas, j'en suis sûr, le rôle stratégique de l'opérateur public, car la réalité économique du marché fret, puisqu'il s'agit bien d'un marché avec des opérateurs, une offre et des clients, est un équilibre avec peu de marge, voire du déficit. Compte tenu de la nature même de l'activité fret, un opérateur détenant 50% des capacités de trafic semble nécessaire. De telle manière et de toute évidence, on s'en prive. Vous nous évoquiez tout à l'heure les fret routiers sous pavillon étranger. Or, le scénario actuel soulève le sujet d'une mise partielle également sous pavillon étranger d'une part grandissante de nos flux stratégiques par exemple, DB Cargo, filiale de la Deutsche Bahn, qui est elle-même visée par une procédure européenne, mais dont les conclusions n'ont pas été aussi précipitamment anticipées en Allemagne que chez nous, néanmoins, expose l'entreprise à une restructuration très violente, telle qu'on vient de le dire. Vous êtes président de RLE et travaillez donc de près ou de loin, dans le cadre de vos différentes fonctions, avec la Commission européenne depuis plusieurs années. Est-ce un élément, celui de la mise sous pavillon étranger, qui a été soulevé dans l'argumentation française répondant à la procédure de la Commission européenne ouverte à l'encontre de la SAS Fret SNCF? Et si ce n'est le cas, ça plaide donc en faveur du moratoire dans le contexte de nouveaux rapports de force européens et de changement d'interlocuteur. Je vous remercie. Merci. Je donne la parole au président. Bon, moratoire, j'ai répondu, ce n'est pas de mon ressort, c'est du ressort des ministres, ils se sont exprimés là-dessus, il n'y aura pas de moratoire, et donc, en tant que mandataires sociaux, nous mettons en œuvre la création des deux NUCO pour éviter de s'exposer à une sanction de la Commission qui serait plus forte, qui pourrait être le remboursement des 5 milliards. Croyez-moi, ce n'est pas de gaieté de cœur. Hein. Voilà, ce n'est pas de gaieté de cœur, et moi je sais les inquiétudes que ça soulève, mais franchement, on se serait bien passé. Voilà. Maintenant, c'est là. Il y a un moment donné, il faut faire face, il faut regarder devant, il faut regarder les éléments favorables. Il y en a beaucoup. Je les ai cités. Peut-être y en avoir encore plus, si vous nous aidez, sur les points qu'on a évoqués. Donc, pour moi, aujourd'hui, je le dis très clairement, nous sommes mobilisés pour construire l'avenir de fret en France et construire l'avenir du fret dans la SNCF publique. Je crois absolument indispensable qu'il doit rester un opérateur public durablement dans ce pays, qui est dans la compétition, qui est dans la concurrence. Donc moi, mon mot, ce n'est pas une liquidation, c'est une transformation, avec une renaissance sous un autre nom. Nous n'avons pas perdu, ben c'est à nous de gagner. Les règles du jeu sont claires, elles sont clarifiées, maintenant c'est à nous de gagner. Voilà. Il peut y avoir des facteurs de politique publique plus favorables. Ce qui est acquis est absolument indispensable, c'est une condition nécessaire. Est-ce qu'elle est encore suffisante pour avoir un report massif, j'ai envie de dire? Non, il peut encore être débattu de beaucoup de mesures qui peuvent contribuer au report modal. Voilà. Et réseau sera essentiel. Merci, Monsieur le Président. Pour terminer, je donne la parole à Éric Michou. Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le Président, de vos propos. Que j'estime, en tout cas, je les comprends comme rassurants, parce que vous avez évoqué plusieurs fois dans votre discours le mot client. Et une entreprise du service public qui parle du mot client, c'est quand même rassurant. Dans ce cadre-là, ce que je voudrais savoir sur les services que vous proposez à vos clients, et vous évoquiez le non-report modal vers la route, y a-t-il un lien de complémentarité entre le rail et le fluvial ? Utilisez-vous dans les services que vous vendez, pour prendre un mot clair, à vos clients ce lien entre le rail et le fluvial? Et dans ce cadre-là, si tant est que ça puisse exister, puisqu'on va vers la décarbonation, ça serait un levier important. Je suis d'une circonscription de Chalon-sur-Saône, en Bourgogne, et malheureusement, il n'y a pas eu le projet du canal Rhin-Rhône, du grand canal Rhin-Rhône, qui s'est réalisé, qui aurait certainement été très bon pour la dynamique économique entre l'Allemagne et la France. Pensez-vous que le canal Rhin-Rhône, bien qu'on ne va pas le construire que pour vous, aurait pu être un élément important dans votre développement économique? Merci, Monsieur le député. Je donne la parole au Président.
Oui, absolument. Merci d'avoir soulevé la question de la multimodalité. C'est un levier du report modal vers le rail, comme épine dorsale de flux de trafic de transport de marchandises. Alors, il y a du côté des infrastructures une convention, alors je ne sais pas quel est le terme exact, entre Voies navigables de France et Réseau, qui a été signée pour des connexions. Déjà, il faut que les infrastructures soient connectées et qu'on puisse facilement transférer une caisse, un conteneur, depuis un bateau, depuis une barge, depuis un train et réciproquement. Donc ça, c'est du côté, il faut que les infrastructures le permettent. Bon, ça existe en France, hein, bien évidemment. Nous, en tant qu'opérateurs, oui, nous offrons à nos clients, effectivement, quand ils le demandent, nous sommes capables de leur offrir du rail et du fluvial, notamment à travers une filiale qui s'appelle Forwardis, qui est un commissionnaire de transport. Et dans beaucoup de domaines, quand les clients nous demandent du rail et du fluvial, on est capable de l'offrir. Derrière, est-ce que ça bénéficie à la société dont on parle, Fret SNCF, qui va devenir Exafret? Oui, ça bénéficie aussi parce que Forwardis sous-traite évidemment, en tant que commissionnaire transport, la traction ferroviaire à des opérateurs de fret ferroviaire. Donc ça contribue. Voilà. Donc oui, la SNCF contribue au report modal rail fluvial. Maintenant, la plus grande part de multimodalité qui permettra de massifier sur le rail est quand même avec la route, puisque la route va partout. Elle va chez tous les industriels qui n'ont pas d'embranchement. Et ça, c'est absolument fondamental. C'est pour ça que nous sommes en compétition, il ne faut pas le nier, sur la longue distance avec la route. Il faut appeler un chat un chat. Sur la longue distance, le camion est en compétition avec le rail. Mais sur la courte distance, la route est imbattable, mais elle peut aussi contribuer à faire de la collecte-distribution qui ramène à des points de rassemblement qui soit vont sur le fluvial, ça peut être le cas, par exemple, à Chalon-sur-Saône, soit vont sur le rail. Et je pense qu'il faut travailler cette question de la complémentarité dans les mesures, puisqu'on me pose la question des mesures qui pourraient être prises et qui ne sont pas forcément qu'en faveur du ferroviaire. Pour aider le ferroviaire, il faut aider les réseaux. Et pour aider le ferroviaire, il faut aussi aider les routiers à être complément du ferroviaire. Un routier qui fait de la collecte-distribution pour ramener sur du rail et qui contribue à la décarbonation, puisqu'il permet d'aller vers le mode décarboné sur la longue distance, je ne suis pas sûr qu'il ait un quelconque avantage par rapport au routier qui fait 1000 km de point à point. Et ce n'est pas la même logistique. Voilà. Donc ça me permet d'ouvrir la question de la multimodalité. Ça fait partie des points que nous proposons. On a fait des propositions, on vous les remettra dans les notes qu'on vous enverra. Pour aider aussi la multimodalité, il faut aider la route à aider le rail. Merci, Monsieur le Président. On passe aux questions de 1 minute et on commence avec Peyo Dufaux. Vous avez dit qu'il n'y aurait pas de report modal suite au plan de discontinuité. Aujourd'hui, le Perpignan-Rungis ne roule plus et la spécificité de ce transport qui nécessite du matériel frigorifique fait que personne ne veut le reprendre. Donc là-dessus, ça montre qu'on a bien un problème et que Fret SNCF doit garder le marché. La fiabilité, vous l'avez dit, c'est le réseau. Or, le gouvernement n'a pas mis 1 euro sur les 100 milliards nécessaires pour le budget 2025. Donc, on a une problématique. On a essayé d'y travailler, mais malheureusement, a priori, on n'a pas été entendu. Et enfin, l'ouverture minoritaire du capital. Vous promettez une non-privatisation. Ça avait été le cas chez EDF-GDF. J'espère pour nos collègues que ça ne sera pas le cas d'Exafret. Malgré tout, on peut vraiment se poser la question. Et enfin, dernière question, le taux T2 de cotisation aurait été annoncé comme compatible avec le droit européen. Est-ce qu'on est sûr de ça? Merci. Je donne la parole à Frédéric Pierre Voss. Pardon. Oui, bonjour. Nous avons une proposition de loi aujourd'hui, Monsieur Delorme, qui consiste à instaurer un moratoire sur les projets routiers et autoroutiers, qui est présenté donc par le NFP. J'aurais voulu avoir votre avis. Et je voulais avoir également une réponse sur le nombre de jours de grève 2023-2024 de SNCF Fret, compte tenu du fait que, bien évidemment, le changement de régime auquel vous allez vous exposer va peut-être vous obliger à prendre des mesures sur le cahier des charges des agents de la SNCF, dont on sait que c'est devenu la spécialité de fin d'année. Merci. Monsieur Sébastien Imbert. Oui, Monsieur le Président,
L'État veut tout faire pour augmenter la part du rail dans les transports de marchandises. C'est ce qu'avait déclaré Jean Castex, Premier ministre, en juillet 2020. Or, on constate que ce sont les collectivités qui se substituent à un État qui n'assure plus l'entretien des lignes fret. À titre d'exemple, dans ma circonscription, la ligne capillaire fret Neufchâteau-Gironcourt-sur-Vraine fait l'objet de travaux localisés d'urgence pour un montant qui avoisine les 2,5 millions d'euros. Ces travaux ont pour objet de pérenniser cette ligne très vétuste qui aurait pu être fermée pour raison de sécurité dès 2025. Dans ce projet précis, le financement est assuré de façon volontariste à 50% par les territoires, c'est-à-dire régions, départements, communautés de communes et communes. Or, vous connaissez parfaitement les difficultés de trésorerie des collectivités locales, contraintes d'agir face aux carences de l'État. Ainsi, quelles sont les actions engagées par le groupe SNCF pour satisfaire les engagements nationaux de doublement des capacités du fret ferroviaire en France entre 2019 et 2030, tout en limitant la pression financière sur les collectivités? Je vous remercie. Merci. Je donne la parole à Béranger Cernon. Merci Madame la Présidente, chers collègues. Monsieur le Président, en 2019 puis en 2020, direction et gouvernement avaient la main sur le cœur, fait la promesse que la création d'une SAS Fret et d'une reprise de la dette n'était pas contraire aux règles européennes. Aujourd'hui, le constat est terrible. Première question, pourquoi Fret SNCF est condamné et non pas la SA Voyageurs qui a eu le même traitement de sa dette? Doit-on s'en inquiéter? Qui a menti? Le plan de démantèlement, qualifié de brutal et disproportionné par les experts, risque de fragiliser tout le secteur ferroviaire, pourtant essentiel à la transition écologique. Ils évoquent également des risques majeurs pour l'emploi et la pérennité des activités et recommandent un moratoire pour permettre un débat plus approfondi. Êtes-vous en désaccord avec les experts sur ces inquiétudes? Socialement, quelle garantie de l'Europe avez-vous eu vis-à-vis du taux T2 pour les agents au statut? Vous engagez-vous à ne pas être en dessous de la réglementation et des garanties sociales actuellement appliquées chez Fret SNCF? Par ailleurs, nous observons depuis plusieurs années une priorité du train voyageur au détriment du fret. Comment comptez-vous insérer un réseau de fret robuste, de qualité et fiable, répondant aux attentes des clients, étant donné que le réseau ferré est aujourd'hui massivement utilisé par le voyageur? Aussi, quel est le lien que compte maintenir Fret SNCF avec les autorités organisatrices pour que ces deux types de transport puissent cohabiter? Je vous remercie. Merci. Je donne la parole à Sylvie Ferrer. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président. Vous avez évoqué le contrat de performance sur lequel l'Assemblée nationale devrait se pencher dans un futur pas si lointain pour sa renégociation entre l'État et la SNCF Réseau. La question de l'état du réseau ferré et des besoins en travaux à engager seront évidemment au cœur des discussions et vous concernent directement. Pour circuler de manière fiable, le fret a évidemment besoin d'un réseau ferré fiable. Dans ce cadre, pensez-vous que SNCF Réseau se doit de garantir la circulation sur voie contiguë des trains de marchandises malgré un léger surcoût lors des travaux? Sinon, estimez-vous que le maillage ferré soit suffisant pour définir des itinéraires de contournement? Enfin, pensez-vous également qu'il faille envisager l'embauche de personnel, condition sine qua non aux circulations nocturnes? Si vous considérez tout comme nous que le fret est un atout aussi bien écologique que commercial, vous conviendrez que la continuité de la circulation des trains de marchandises revêt une importance toute particulière. Je vous remercie. Merci Madame la députée et je donne la parole à Julie Ozen. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, chers collègues, depuis plusieurs années, la liaison ferroviaire de fret entre Perpignan et Rungis, essentielle pour le transport de produits frais, connaît des difficultés qui inquiètent les acteurs économiques et environnementaux. Alors que cette ligne stratégique est un pilier pour réduire le transport routier et ses émissions de CO2, les problèmes récurrents, qu'il s'agisse d'investissements insuffisants, d'une compétitivité dégradée face à la route ou d'un manque de fiabilité, freinent son plein potentiel. Pouvez-vous nous préciser où en est le projet de relance et de modernisation de cette liaison, notamment en termes d'infrastructures et de services? Et quels engagements concrets SNCF Fret entend prendre pour garantir sa pérennité dans un contexte où le transport ferroviaire est central pour atteindre nos objectifs climatiques? Merci. Merci Monsieur le Président. Je vous donne la parole pour répondre à ces questions. Merci. Concernant le Perpignan-Rungis, il est aujourd'hui suspendu du fait d'une liaison spécifique qui est liée à des travaux sur Rungis qui vont commencer et qui pourraient donc ne plus permettre d'accéder à là où il était livré. Par ailleurs, les wagons sont à bout de souffle. La décision de le relancer relève d'une décision de service public qui incombe à l'État. Un appel à manifestation d'intérêt a été lancé. Il est infructueux à date. Je vous donne mon avis, c'est une liaison d'aménagement du territoire qui pourrait relever d'une logique service public. Il y a des formes de contractuels qui permettent d'avoir des délégations de service public dans les voyageurs. Ça pourrait aussi exister dans le domaine
dans le domaine du fret de façon à permettre l'équilibre de cette ligne qui est complètement déficitaire. Structurellement, personne ne viendra dans une économie de marché faire ce train. Donc là, il y a une décision à prendre de comment l'assurer si vraiment elle est d'importance vitale pour des raisons écologiques ou d'aménagement du territoire. L'élément factuel aussi, c'est que compte tenu de la sanction imposée par Bruxelles qui interdit à la SNCF de se positionner sur des flux à moyens dédiés pendant 10 ans, ce trafic en étant un, ce n'est pas Exafret qui pourra l'opérer. Ce seront nos concurrents. Voilà. Donc je distingue bien les deux choses. Quelles conditions de cadre peuvent être données pour que quelqu'un puisse répondre? Et par contre, nous ne pouvons pas nous positionner sur ce trafic. Alors au-delà de ça, je voudrais rappeler quand même et réinsister sur le fait que l'activité des autres marchés reste totalement ouverte et que le potentiel de marché pour Fret SNCF, au-delà du train des primeurs et pour Exafret, est tout à fait considérable sur la grande consommation, la chimie, les armées, l'industrie automobile, les céréales, le BTP, les énergies renouvelables. Sur l'ouverture du capital, je crois avoir répondu tout à l'heure. Ce qui compte, c'est que ce soit, d'abord, il est prévu que ce soit un acteur minoritaire. C'est la demande de la Commission confirmée par l'État dans le cadre de la discontinuité. Je rappelle que la ligne rouge qui avait été fixée, c'est pas de privatisation. Donc, un mot privatisation, ça veut dire que c'est un opérateur, un actionnaire privé qui prendrait la majorité de cette société. Donc, ce n'est pas le cas. Le cadre convenu entre l'État et la Commission, c'est un actionnaire minoritaire. Et donc, le message que je porte en tant que mandataire social, c'est qu'il faut que ce soit un actionnaire minoritaire qui accompagne un projet de développement favorisant le report de la route vers le rail et de renforcer le développement du fret ferroviaire. Concernant les mots moratoires, alors franchement, qu'ils soient sur des projets routiers, autoroutiers ou moratoires nous concernant, c'est une décision de pouvoir public, ce n'est pas une décision d'entrepreneur. Donc là-dessus, je vous renvoie vers le gouvernement et les décisions qui peuvent être prises par les pouvoirs publics. Je n'ai pas d'avis sur la question, en tout cas pour ce qui est de la route et de l'autoroute, et puis pour ce qui est d'un moratoire, puisque là je suis directement concerné, c'est une décision qui ne m'incombe pas, qui incombe au gouvernement, et la réponse a été donnée, et nous sommes là pour mettre en œuvre les décisions d'actionnaires. Sur les grèves, un mot sur les grèves. C'est vrai que les chargeurs, ils ressentent ça comme une forme de discontinuité, comme une grève. Mais là-dessus, je pense qu'il y a beaucoup d'effets d'optique. Il peut y avoir des grèves nationales qui ont un impact sur le fret et qui concernent d'autres secteurs. Je prends l'exemple des grèves qu'il y a pu y avoir sur la réforme des retraites. Ce n'est pas spécifique à la SNCF ou spécifique à fret. Et les grèves à fret sont en réalité très rares. Les grèves à fret sont en réalité très rares. Et donc, nous avons un enjeu social, de dialogue social, qui doit être réussi. C'est celui, effectivement, je l'ai dit tout à l'heure, du nouveau cadre social qu'il va falloir négocier dans le cadre de cette nouvelle entreprise. Tout en ayant la préservation du statut, de tout ce qui va avec le statut, je l'ai cité tout à l'heure, il y a des droits qui sont totalement acquis et qui vont rester et qui ne changeront pas. Il faut avoir un dialogue social de qualité. Pour avoir un dialogue social de qualité, eh bien, il faut se mettre autour d'une table pour plusieurs années, de façon à trouver le bon équilibre entre les conditions sociales d'emploi, les conditions de rémunération et les conditions d'exercice du métier. Et pour ça, c'est une conviction forte que j'ai, c'est qu'on ne réussit le dialogue social que se rapproche le commercial, donc la vision des clients, l'économique et le social. Et pour le faire à l'intérieur d'Exafret et à l'intérieur de Technis, en ayant cette vision à la fois des clients du fret, de l'économie des sociétés et du social spécifique à ces sociétés, donne de meilleures chances au dialogue social. Concernant le T2, alors le T2, en jargon, c'est le surcoût patronal que nous devons payer pour le régime spécial de retraite des cheminots. Il y a un surcoût, il y a un surcoût patronal. Bon, j'insiste tout de suite, le régime de retraite des cheminots, au statut, il le garde. Il leur est garanti d'ailleurs par la loi. Hein. Ils gardent le statut et ils gardent la garantie de l'emploi et ils gardent leur régime de retraite. Il se trouvait que dans une des causes aussi du déficit chronique de Fret SNCF, c'est que lorsque la concurrence a été ouverte, au moins 2 de nos concurrents, l'ex-opérateur belge historique et l'ex-opérateur allemand, actuel opérateur allemand Deutsche Bahn Cargo, ont eu la reprise du surcoût des fonctionnaires par l'État. Le surcoût spécifique historique depuis la création de la SNCF du régime de retraite, dit T2,
pèse aujourd'hui 20 millions d'euros par an. 20 millions d'euros par an pour nous. Une charge anormale et structurelle que les autres n'ont pas. Donc on n'a pas tenu compte, au moment de l'ouverture de la concurrence, d'une mise à égalité des conditions de concurrence sur ce coût patronal que nous supportons, que les autres ne supportent pas. C'est le moment de mettre les pendules à l'heure. Alors, par rapport à la question, est-ce que la Commission, cette fois-ci, considère que c'est une aide légale? Bien évidemment, l'État a posé la question. Donc la Commission a dit oui, c'est une aide compatible parce que c'est structurel. Vous êtes les seuls à supporter ça structurellement dans la concurrence ferroviaire. Et donc, comme ça a été fait dans d'autres pays, vous allez pouvoir déposer un dossier. Nous sommes en train de le faire pour demander la confirmation d'aide compatible. Et donc, c'est un allègement de charge pour la nouvelle société qui va naître. À la fin, c'est quand même la SNCF qui portera ce coût, mais c'est bien un allègement de charge et qui contribue aussi à sa performance et à sa compétitivité. Bien évidemment, nous sommes assurés qu'il n'y avait pas de risque que ce soit à nouveau considéré comme une aide d'État illégale. Et la Commission a considéré que là, pour le coup, c'était l'inverse. Nous étions, quelque part, depuis très longtemps, à supporter une charge que les autres n'ont pas et que nous étions légitimes à ne plus avoir. Sur l'engagement du x2, les engagements du x2, moi, en tant qu'opérateur, je ne suis pas réseau. Moi, en tant qu'opérateur, mon rôle, c'est d'avoir un service de qualité, un développement de chiffre d'affaires, négocier mes contrats avec mes clients, d'avoir l'efficacité opérationnelle. Mais on ne fera pas le x2 sans un réseau qui permette de le faire. Voilà, on revient à la discussion de tout à l'heure. Le x2 du ferroviaire, en grand, et le x2 du fret ferroviaire, qui, lui, est inscrit dans la loi climat. Donc, ça nous oblige, quelque part. Hein. Ça nous oblige de rendre des comptes devant vous, devant le Sénat. Le x2 du fret ferroviaire est inscrit dans la loi climat et résilience. Donc, ce n'est pas la loi qui fait le transfert modal. Ce sont les clients qui choisissent entre le rail et d'autres transports, d'autres modes de transport. Mais les conditions pour le faire passent par tout le débat qu'on a eu sur le réseau, donc je n'y reviens pas. Sur les garanties sociales, oui, il y a besoin d'avoir des garanties sociales et un dialogue social de haut niveau avec les organisations syndicales représentatives du personnel. Il y a une table ronde qui est prévue le 27 novembre. Premier rendez-vous à ce titre pour en discuter, mais ce n'est pas le 27 novembre que tout sera finalisé. Il faut plusieurs mois, voire, comme je le dis, plusieurs années pour y parvenir. À nous de convenir en interne du calendrier qui est accessible pour le faire. Après, je précise aussi que si rien n'est décidé, la législation fait qu'au 1er janvier 2025, pendant 15 mois, tout ce qui existe aujourd'hui est maintenu. Simplement, au bout de 15 mois, s'il n'y a pas d'accord, c'est l'accord de branche et pas celui de la SNCF qui s'applique. Donc tout le monde a intérêt à faire une négociation permettant de trouver un accord spécifique à Exafret, à Technis. Pour ce qui concerne la cohabitation voyageurs-fret, oui, j'appelle à la vigilance les autorités organisatrices comme vous, avec réseau, parce que c'est réseau à la fin qui distribue la capacité, à veiller à trouver le bon équilibre entre les TER et le besoin de transport de proximité qui est tout à fait significatif, et le maintien d'une activité de fret qui parfois est considérée comme gênante pour développer les voyageurs. Et je pense que les autorités organisatrices territoriales sont aussi attentives, et je vois souvent les VP transport, mais aussi les VP en charge de l'économie dans les régions, d'une part à limiter l'impact du transit des camions sur leur route, et sont très heureux qu'il y ait du report modal sur le rail, et d'autre part à développer les industries. Parce que nous, notre activité, elle sert l'industrie, elle sert les clients. Donc si les industries se développent, bien évidemment, il y aura de l'économie dans les régions. Voilà. Et ça, c'est un débat tripartite entre autorités organisatrices, réseau, voire l'État, pour préserver l'intérêt des sillons long parcours du fret au milieu d'un transport de voyageurs qui se développe, et à juste titre. Sur l'état du réseau, le maillage, complètement d'accord, surtout pour Exafret, dans la mesure où nous, comme je l'ai dit, nous allons dans tous les territoires. C'est une de nos forces d'ailleurs, c'est de connecter ces territoires entre eux grâce à un maillage qui permet d'accéder dans des usines qui seront maximum branchées. Et mon souhait, c'est qu'il y ait de plus en plus de plateformes logistiques qui soient embranchées dans les différentes régions économiques. Ce qu'il manque, ce n'est pas un projet de régénération du réseau. Je pense qu'il y a eu une prise de conscience de l'état du réseau français.
Il faut aider Réseau dans la durée à obtenir les financements pour la régénération, parce que ça sert à la fois les voyageurs et le fret. Ce qui manque sans doute, et je l'ai dit, c'est des projets d'investissement pour désaturer le réseau. Je vous redonne l'exemple du contournement de Lyon, qui est très illustratif de ce point de vue-là. Si on ne le planifie pas dès maintenant, dans 5, 6, 7, 8 ans, on ne l'aura pas. Merci, Monsieur le Président. J'ai un rebond très rapide de Monsieur Peyo-Dufaux. Ouais, c'est bon. Excusez-moi. Non, juste pour le Perpignan-Rungis, ça montre vraiment l'aberration de ce plan de discontinuité. C'est-à-dire que si personne ne le reprend, on se retrouve avec des dizaines de milliers de camions de plus sur les routes. Et si jamais c'est l'État qui doit financer une entreprise, elle va aller financer une entreprise privée alors qu'on est une entreprise publique. Et ça sera le même cas pour tous les autres flux qui, pour l'instant, ont été repris. Si jamais il y a une défaillance des autres, des concurrents, Fret SNCF serait incapable, et ça c'est inentendable. Et dans ce plan de discontinuité, c'est certainement encore la pire des solutions que de ne pas permettre de se positionner sur les 10 ans. Merci, Monsieur Béranger Cernon. Merci. Oui, je repose ma première question parce que je n'ai pas eu de réponse. Et en 2019, lorsqu'il y a eu des négociations sur la création des 5 SA voyageurs, des 5 SA pardon, et de la SAS Fret, il y a eu une promesse de fait aux cheminots qui a été posée par les organisations syndicales, qui a été le montage financier est bon et ne contredit pas les règles européennes. Aujourd'hui, il y a eu sanction de l'Union européenne, 5,3 milliards, ça a été rappelé. Qui a menti? Parce que je pense que quand même il y a eu un travail de fond fait sur ce sujet. Et du coup, qu'est-ce qui nous garantit que demain, la SA voyageur ne soit pas exposée au même problème? Merci, Monsieur le Président. Oui, merci de poser cette question. Je n'ai pas voulu revenir sur tout l'historique. Bon, moi, je n'étais pas là en 2019, donc je ne peux pas témoigner de quoi que ce soit, de qui a dit quoi, etc. J'ai pris mes fonctions 1er mars 2020. Donc, ce que je sais, c'est que la création au 1er janvier 2020 du groupe SNCF s'accompagnait de la filialisation de Fret SNCF. Ce n'était pas une filiale jusqu'au 1er janvier 2020. C'était une activité dans l'EPIC Mobilité, qui était voyageurs plus fret, avec une obligation, malgré ça, de produire des comptes spécifiques à fret, puisque depuis l'ouverture de la concurrence, ce qui accompagne l'ouverture de la concurrence depuis 2005, c'est que les comptes de fret dans l'entreprise publique doivent être publiés. Et c'est bien sur cette période, d'ailleurs, avant la création du groupe SNCF et de la filialisation de fret, que la Commission est venue dire qu'elle est illégale. C'est sur une période 2006-2019, avant la création du groupe, parce que les comptes affectés à Fret SNCF au sein de l'EPIC Mobilité démontraient ces 5 milliards de dettes, et donc qui sont considérés comme aide illégale. Donc c'était quelque chose qui était avant la création du groupe. Au 1er janvier 2020, quand la filiale Fret SNCF a été créée, ce qui est sûr, c'est qu'il était impossible de la créer. Elle était morte-née si on lui affectait tout de suite 5 milliards de dettes. À peine elle était née qu'elle était en faillite. Donc, la dette de 5 milliards de Fret SNCF a été cantonnée, mais là je pense qu'il y a eu des discussions entre l'État et la Commission, au niveau de la SNCF SA de tête. Donc n'a pas été mis dans la filiale Fret, parce que sinon elle était morte-née. Si elle partait avec 5 milliards de dettes, à peine elle naissait, elle était morte le lendemain. On faisait faillite. Donc techniquement, c'est la technique financière, c'était positionné, puisque sa dette existait toujours, cumulée, au niveau de SNCF SA, holding de toutes les sociétés du groupe SNCF. La Commission n'a jamais dit que c'était pour solde de tout compte sur le cumul des déficits passés, puisqu'on parle bien sur 2006-2019. Et donc elle y est revenue. Elle y est revenue, elle a commencé à s'y réintéresser en 2022. En fait, en 2020, quand je suis arrivé, on n'en parlait même pas, parce que je pense que c'était la période du Covid, et qu'il y avait d'autres priorités dans les discussions qui étaient en cours sur les aides d'État. À partir de 2022, elle a dit, écoutez, ce sujet, il est toujours sur la table, il faut y revenir, il faut en reparler. Et donc, c'est à partir de 2022 que les débats, les discussions et les échanges ont recommencé entre l'État et la Commission. Et nous, on a vu arriver officiellement cette procédure en 2023. Voilà, moi je vous dis tel que je sais comment les choses ont pu se passer. On ne pouvait pas créer la filiale Fret SNCF en lui affectant les 5 milliards. Donc oui, la filiale Fret a été créée
sans avoir ces 5 milliards affectés, mais la Commission n'avait jamais dit que c'était pour solde de tout compte et qu'elle continuait à instruire. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci pour ces précisions et ces clarifications que vous avez apportées. Elles seront en tout cas de nature, je l'espère, à faciliter le dialogue en cours et à rassurer les personnels de fret SNCF comme